Pour le Bénin, aujourd'hui, on voit qu'on a une croissance prévisionnelle du PIB qui est à peu près de 5,4%. C'est les estimations du FMI aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est un pays aujourd'hui qui délivre de la croissance. On n'est pas en panne. Il y a eu un ralentissement en 2016, mais il y a une reprise qui s'est opérée en 2017 et qui a été essentiellement portée par la reprise de la production de coton en 2016 qui produit ses effets un an plus tard. Les comptes publics, par contre, ils s'aggravent un peu. On a pris à 8% du PIB en déficit budgétaire. Et puis la dette publique, elle est en augmentation, puisqu'aujourd'hui, elle est à près à 55% du PIB. 50%, c'est déjà une limite. Donc ça veut dire qu'il y a un pays qui est endetté et la machine économique ne produit pas suffisamment. Les événements qui ont impacté l'environnement économique aujourd'hui au niveau du Bénin, c'est la crise économique d'abord du Nigeria, qui est un pays qui commerce beaucoup avec le Nigeria, donc il a été affecté par la crise du Nigeria, qui a eu un impact direct avec les échanges commerciaux, et qui pèse à peu près 20% du PIB. Donc c'est une donnée qui est fondamentale. Ensuite, il y a l'exposition du pays aux fluctuations des prix du coton et du pétrole, qui ont aussi agi négativement sur l'économie béninoise. Enfin, aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau de la gouvernance du pays, puisqu'il y a la mise en place d'un plan d'investissement qui s'appelle Bénin Révélé, et qui est supposé dynamiser le secteur de la production et créer une moindre dépendance vis-à-vis de l'économie du Nigeria. Alors, pour ce qui est de la banque, comme vous voyez, il y a à peu près le groupe qui est BOA West Africa détient à peu près 54% de la banque. Tout le reste, c'est du float sur le marché. Donc ça veut dire que c'est détenu par des institutionnels comme vous, c'est détenu par des privés, par un peu de tout le monde. Total bilan ici, quand on regarde le taux de croissance annuel moyen, que vous avez là. Voilà. Donc ici, on a une croissance de 3,8%. Le PNB est en baisse par rapport à juin de 0,6. On verra pourquoi tout à l'heure. Les fonds propres, se comportent relativement bien. Et le résultat net est en baisse de 5,7. On verra pourquoi. On va commencer par l'activité commerciale, dans laquelle on voit ici, dans ce graphe, vous avez un peu l'évolution des crédits entre décembre 2016 et juin 2017, donc sur 6 mois. Les données bilancielles, on les compare décembre à juin. Les données du PNL, on les compare juin à juin. Okay. Donc ici, on voit qu'il y a une croissance de 6% contre un marché qui est en croissance de 3,6%. Donc on l'a cru plus fort que le marché local. Au niveau des dépôts, on a pris une croissance de 4,5%, contre un marché qui est pratiquement flat, qui ne bouge pas. Alors, donc cette belle progression, elle est due au taux de transformation, au déblocage de dossiers importants qui sont opérés et qui ont fait que le taux de transformation qui était très bas des crédits au niveau du Bénin était aux alentours de 50%. Là, ça veut dire qu'on emploie mieux notre argent. Avant, c'était grosso modo, on a des dépôts, mais on ne sait pas comment les utiliser pour financer l'économie. Donc on allait vers des bons du trésor. Parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, parce qu'il y avait des risques, etc. Aujourd'hui, c'est déjà la tendance s'inverse. C'est important que donc c'est une économie qu'on accompagne mais on suit intelligemment. On n'y va pas juste parce qu'il faut y aller. Au niveau des dépôts, il y a eu donc des comptes épargne qui ont été lancés. Et donc aujourd'hui, qui fait que la croissance est de 4,5%. La quote-part des dépôts non rémunérés augmente légèrement. Donc ça veut dire que pour s'établir à 44%. Avant, on était dans une structure plus de dépôts rémunérés contre des dépôts non rémunérés. Maintenant, on est en train d'inverser la tendance. Donc ça veut dire que la quote-part des dépôts gratuits augmente, ce qui va impacter automatiquement le coût des ressources, qui devrait baisser. Juste pour information, en titre de placement aujourd'hui, on est prêt à 400 milliards de francs CFA, ce qui remonte après donc, à 44% du total bilan. Donc ça veut dire qu'on est toujours très exposé sur la dette souveraine et sur éventuellement des financements de projets. Voilà un peu le topo. Vous avez ici sur le graphe qui résume un peu cette croissance-là, que vous voyez ici, décembre à juin, 4,5% que je viens de dire, et 6% ici. Je rappelle qu'en termes de dépôt, le Bénin, c'est la première banque en termes de dépôt par marché, avec 26% par marché. Pour continuer dans la même foulée, on va regarder un peu, on va essayer de décortiquer ensemble un peu le compte d'exploitation. Donc juin à juin. Alors ici, on voit, ça c'est les encombrements de crédit, donc c'est le moteur qui produit, donc il y a une croissance importante de 26%. La marge nette bancaire, elle croît de 11%. Les commissions dégringolent de 30%, on va voir pourquoi.
Ici, il y a des commissions qui sont activités bancaires. Alors ici, je m'explique. Au niveau des commissions, on va voir qu'il y a 33% qui est induit par une perte de change sur une participation que nous avons dans le Kenya. Et le Kenya a dévalué par rapport à l'euro de 9%. Donc il y a eu un décrochement qui s'est opéré. Et c'est ce qui fait que les commissions qui étaient comptabilisées ici, okay, elles sont en baisse. Mais si on prend l'activité bancaire, qui est là, en rouge, il y a une croissance de 4% des commissions. Donc les commissions aujourd'hui, ils baissent 33%, c'est parce qu'on a eu cette perte de change exceptionnelle. Donc c'est un événement qui est non récurrent, sauf si le shilling kenyan continue à dévaluer. Ou s'il se réévalue, on verra la hausse. Mais aujourd'hui, c'est une donnée qui est là et qui fait que ça impacte ces commissions. Mais si vous voulez, ce n'est pas une responsabilité du management. Le management, lui, gère l'activité bancaire. Okay, donc, en conséquence, on a un produit net bancaire qui est flat, qui ne bouge pas, qui est à 0,4% pratiquement, okay, qui ne bouge pas. Et si on retraitait de l'exceptionnel, on serait un PNB de croissance de 10%. Alors ensuite, on a les charges d'exploitation. Bon, eux, ils sont relativement bien maîtrisés, parce que la croissance n'est que de 2% par rapport à l'année dernière. Okay. Et le coût du risque ici, c'est une situation anormale. On était en coût du risque positif, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de reprises de provisions. Okay. Donc, et on sait bien que dans notre métier, quand on fait du crédit, on prend des risques. Donc c'était un coût du risque anormal. Là, on revient à un niveau normatif de risque, puisque le coût du risque aujourd'hui de 1,3 milliard, ça correspond à 0,7%. Je dirais que c'est même trop bas par rapport à la conjoncture. Donc à partir de là, donc le résultat ici est en baisse de 5,6%, mais on est bien d'accord que si on le retraite de l'exceptionnel, on serait en croissance de 18%. Donc juste que tout le monde ait l'image globale de ce qui s'est passé. Okay. Donc c'est plus lié à une opération de change qui fait qu'on a baissé. Et le risque, on revient à un niveau de risque normatif. Ensuite, la bourse. Alors la bourse, aujourd'hui, c'est important que, sur la première slide, je vais passer du temps sur le Bénin, je passerai moins de temps sur les autres pays, parce que c'est important qu'il y ait un côté où on se comprenne, on parle le même langage. Si je parle chinois, on parle chinois, pas chinois, et vous parlez japonais, sinon on ne va pas se comprendre. Là, on a ce qu'on appelle un cours de référence. Ce cours-là, vous ne le verrez plus à l'avenir, parce qu'il n'a plus de sens pour moi. Okay, il ne veut rien dire. C'est le cours où j'ai traité. Entre-temps, il y a eu des opérations sur capital qui sont là. Genre des attributions d'actions gratuites, etc. Quand on a une attribution d'actions gratuites, par défaut, on corrige le cours en marche arrière. Donc la performance, c'est pas « j'étais là et je suis passé là ». C'est faux. La performance, j'étais là et je suis passé là. Parce que ici, j'avais une action qui valait 100 francs CFA, je me retrouve avec 2 actions qui valent 50 francs CFA. C'est pas parce que j'ai eu des actions que ça s'est multiplié par 2, ma richesse. Donc sachant bien qu'aujourd'hui, quand on fait une attribution gratuite d'actions, il n'y a pas de création de richesse. Les fonds propres sont les mêmes. C'est une simple écriture comptable. On déplace des réserves vers le capital. La banque ne s'est pas plus enrichie parce qu'elle a attribué des actions gratuites. Donc c'est une erreur de venir dire « Ah, j'ai eu 2 fois plus d'actions ». Donc logiquement, on va voir la capi boursière, la capitalisation boursière qui doit rester constante. Et la capitalisation boursière, c'est quoi? C'est le nombre d'actions multiplié par le cours. Alors, soit le nombre d'actions augmente et le cours baisse pour réajuster, pour rester sur la donnée constante, soit c'est l'inverse qui s'opère. Okay, donc c'est important qu'on garde ça en tête, parce qu'après, ce graphe-là, pour les autres banques, c'est-à-dire pour les prochaines sessions qu'on aura, Inch'Allah, la prochaine dans 6 mois, etc., il n'existera plus, parce qu'il ne veut rien dire. Ici, à droite, vous avez le cours, et ici, vous avez les volumes échangés. Donc ici, ce qu'on voit... ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors maintenant, si on reprend juste ce cours-là, c'est ce qu'on verra. Si on prend que ce cours, donc le cours de référence, je l'ai supprimé. Tous ces cours ont été réajustés des splits en marche arrière. Comme on fait pour un indice boursier. Un indice boursier, mais quand il y a des cours qui corrigent, on recalcule l'indice en marche arrière. Okay. Alors ici, quand on regarde ça, on se dit quoi? La performance de BOA Bénin sur l'exercice 2016, du 1er janvier au 31 décembre, elle a été de 29%. Okay. Et la performance sur cette période qui va de décembre 2016 à septembre, aujourd'hui, ça veut dire septembre, ça veut dire il y a un mois, parce qu'on s'est arrêté sur les cours d'un mois, on aurait pu le faire au cours d'aujourd'hui, elle est négative, de moins 7%. Très bien. Le volume d'échange moyen que nous avons est de 3000 titres par mois, ce qui est extrêmement faible. Toute l'idée de ça, c'est de susciter l'intérêt et de créer de la profondeur dans le marché.
avec un marché dans lequel on a 5-6 actions qui perturbent un cours de 4%, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est un peu de recréer cette dynamique. Donc voilà un peu les choses. Aujourd'hui, on a pris l'indice de la BRVM, il a fait moins 3,87% en 2016. Donc je ne connais pas la performance de l'indice year to date, ça veut dire à septembre, mais sur 2016, il a fait moins 3,8%, alors que l'action Bénin a fait 29%. Donc on a fait beaucoup mieux que l'indice. Okay, c'est important comme indicateur. Alors ici, donc, ce que je rappelle, c'est que les ratios de croissance que nous avons, on a la croissance du résultat net, il a fait 28%. Okay, et ici, on table sur une baisse du résultat cette année, à moins 7%, vu qu'on avait des exceptionnels l'année dernière. On va voir pourquoi le détail. Mais c'est important que les gens le sachent. L'évolution négative du résultat net s'explique par des reprises exceptionnelles de provisions pour risque sur un dossier 2016 de 4 milliards. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le niveau des risques, tout à l'heure, il y avait 0 risque. On était en reprise de provisions en 2016. Okay, donc c'est une situation anormale. Donc aujourd'hui, on revient à la norme. Donc c'était plutôt une situation exceptionnelle. Donc aujourd'hui, voilà un peu, cet événement non récurrent retraité, le résultat net aurait augmenté. Donc si jamais il n'y avait pas on aurait été augmentant de 14%. Alors, pour information, l'Assemblée générale tenue en septembre dernier a voté le projet de fusion-absorption de la BHB par BOA Bénin. Donc c'est une opération qui va se concrétiser dans les semaines à venir. Donc la BHB va disparaître, elle va être absorbée. Il n'y aura pas d'impact significatif sur les comptes de BOA Bénin, parce que c'est tout petit par rapport à la taille de BOA Bénin. Donc logiquement, l'absorption se fait dans les règles de l'art. Et donc l'impact sur l'actionnariat est très peu significatif. Alors ici, les indicateurs boursiers, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la capitale boursière qui fait 157 milliards. Les ratios de valorisation, on va voir ici le cours de clôture en décembre 2015, 16 et 17. Ici, on a la performance de la période, donc sur du cours. Le rendement du dividende, c'est extrêmement important. Donc le rendement du dividende, c'est-à-dire que je reçois 6% de dividendes sur 2017. La performance globale qui intègre les deux, year to date, elle est plutôt de moins 1%, puisqu'on a une baisse du cours de 7%, mais on a encaissé un dividende de 6%. Okay, ce qui nous donne un rendement moyen de 1%. L'année dernière, on était à 34%. Et l'année avant, on était à 65%. Donc je veux dire, on est bien d'accord que quand on va en bourse, donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a, en termes de price-earning ratio, on le voit bien ici, il y a à peu près un price-earning ratio qui se stabilise. C'est pas très pratique cette histoire de carreau au milieu, parce qu'on ne voit pas bien les chiffres, je ne sais pas si vous les voyez, mais grosso modo, on est au même niveau, donc il n'y a pas eu d'impact sur le price-earning ratio aujourd'hui. Donc le cours en bourse traduit le même niveau de multiples de bénéfices. Donc le price-earning ratio, comme il est écrit ici, c'est bien le cours de clôture rapporté au bénéfice par action, ou bien la capitale boursière divisée par les bénéfices globaux de l'entreprise, c'est comme on veut, c'est la même chose. Donc c'est un multiple de bénéfices, et en price to book, ça veut dire sur l'actif net comptable, on est à peu près à 2,8. Voilà. Donc voilà, grosso modo, il n'y a pas d'impact majeur là-dessus. Alors, le cours de BOA tend vers son niveau 2016 après avoir connu une hausse exceptionnelle au premier semestre 2017. Donc si on veut revenir sur le cours, ici, donc il y a eu une petite bulle ici qui s'est opérée. Donc on ne sait pas si c'est une bulle spéculative ou pas, pour ensuite revenir à un niveau normatif. La courbe en bleu que vous avez ici, c'est le cours moyen pondéré sur 6 mois. Donc à partir du mois de juin, on a cassé à la baisse le cours moyen pondéré. Ok? Donc il y a une cassure qui s'est opérée ici, progressivement, et là on est là. Bon, maintenant, c'est là où on a besoin que les gens fassent des arbitrages, pour se dire, est-ce qu'il faut que j'achète, il faut que je... Moi, je ne suis pas autorisé à faire des recommandations. Mais bon. Voilà un peu pour le Bénin. Pour le Burkina. Alors, pour le Burkina, on est dans une situation qui diffère légèrement. On a une croissance du PIB qui est un peu plus forte que sur le Bénin, on a 6%. Okay, donc 5% et 6%, grâce à l'entrée de production de nouvelles mines industrielles et la reprise du cours de l'or. Les comptes publics, ils se creusent à 3,6%. On a bien vu que le déficit public il est nettement meilleur que ce qu'il y a au Bénin, qui est à 8%. Donc déjà, c'est une économie qui a des meilleurs fondamentaux que l'économie du Bénin. L'endettement, il est stable. Je ne sais pas si vous vous en souvenez avant, on était à
plus que 55% au niveau du Mali. Là, on est à 33%, donc c'est tout à fait acceptable. Okay. Les éléments ayant un impact sur l'environnement économique, ce qui est négatif, c'est le climat social et sécuritaire qui était tendu. Donc toute la partie insécurité, ça pèse quand même sur le moral des gens, sur l'investissement, sur plein de choses. La dépendance à la production de l'or, c'est quand même la moitié des exportations du pays. Ça veut dire que dès qu'il y a un changement de 5% ou de 10% sur le cours de l'or, ça impacte fortement les finances, les exportations. Okay. Et puis enfin, et du coton, qui pèse à peu près 17% des exportations du pays. Ce qui est positif, c'est que c'est des bonnes perspectives de croissance grâce aux investissements publics et à l'expansion de l'industrie minière. Donc aujourd'hui, on est en phase d'investissement, et à partir de demain, on va commencer à récolter les revenus de ces investissements. Donc ça devrait normalement relancer la machine. Sur la banque elle-même, bon, ça c'est un peu le tour de table. Donc la même chose, on a près à 56% qui est détenu par le groupe, tout le reste est réparti entre actionnaires privés et institutionnels, à peu près. Okay, côté en bourse. Donc le float, il est à peu près à 40% ici, 44%. Les données bilancielles, on a un bilan qui grossit de 7% par an, à peu près. Un PNB qui est en croissance ici de 7%. Des fonds propres en TCAM moyen, donc en taux de croissance annuel moyen de 2,7%. Et en fait, un résultat net qui croît à juin de 9,5%. Donc on voit déjà que les données sont différentes de ce qu'on a vu avant. Pour la partie crédit, les évolutions des crédits, aujourd'hui, on voit qu'il y a un ralentissement des crédits, puisqu'on n'a cru que de 2%, contre un marché qui croît de 12%, donc qui croît pratiquement 6 fois plus. Okay, et en dépôt, on a fait 16% de croissance, on a battu le marché. Comment on explique ça? Ce ralentissement, alors la croissance volontaire contenue, ça veut dire qu'au niveau des crédits, on n'a pas voulu ouvrir les vannes. Vous savez bien que dans notre métier, les crédits, c'est très facile à faire. Tout le monde a besoin de crédit. Il suffit d'ouvrir les robinets et tout le monde a des crédits. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à faire de la rentabilité. Okay, donc il faut bien presser un crédit, il faut bien mesurer les risques, etc. On n'est pas à la course des parts de marché. Ce n'est pas une chose qui nous intéresse. Okay, c'est important. Si on a une part de marché qui vient en conséquence, oui, mais ce n'est pas l'objectif. Donc ici, il y a un ralentissement qui s'est opéré sur le corporate. On était extrêmement exposé corporate dans le cadre de la transformation bilancielle que nous avons opérée au niveau de cette banque. Et donc, il y a une accélération qui s'est faite sur les PME, 49%, pour amorcer la transformation bilancielle. Donc, moins corporate, plus PME, élargir un peu le spectre. Okay, et là, si on voit en nombre de dossiers, il y a une croissance forte. Et en valeur, c'est moins. Au lieu de faire un gros dossier qui pèse 1 milliard, eh bien on fait 20 dossiers qui pèsent 1 milliard. Okay, donc c'est normal qu'il y ait une baisse. Mais c'est une baisse qui est voulue par le management, ce n'est pas une baisse qui est subie, c'est important. Au niveau des dépôts, ici la progression a surtout porté sur les dépôts non rémunérés, c'est ça le mérite qu'on a eu, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la collecte de l'épargne. Okay, on n'est pas venu faire juste des DAT à X et grossir un peu le bilan. On est allé chercher la ressource pas chère sur le marché. Okay, et la quote-part des non rémunérés augmente pour s'établir à 51%, contre 47% en 2016. Donc grosso modo, on retient qu'on a 50-50. Dépôt rémunéré 50, non rémunéré 50. 50-50. Les titres de placement, on est à peu près à 257 milliards, qui pèsent à peu près 34% du bilan. Ici, vous avez un peu les graphes qui illustrent ce que je viens de dire, aussi bien sur la partie crédit que sur la partie dépôt. C'est la troisième banque en termes de part de marché dépôt, avec à peu près 16% de part de marché au niveau du pays. L'analyse du compte de résultat fait ressortir les choses suivantes. On a une marge nette qui s'améliore de 5,7%, des commissions qui sont flat, okay, et un PNB qui grossit de 7% à peu près. Les charges d'exploitation sont à 9,6%. Pourquoi? On va essayer d'expliquer pourquoi. Ici, le PNB croît de 7%, mais ce que je veux dire ici, c'est que les charges d'exploitation sont linéaires. On prend les charges de l'année, on les divise par 2. Alors que le PNB qu'on fait au premier semestre n'est pas égal au PNB du second semestre. Parce qu'il y a tous les crédits que nous avons émis pendant le premier semestre qui vont produire des intérêts au second semestre. Donc par défaut, on va avoir un rattrapage qui va s'opérer ici. Donc le PNB va augmenter plus fort que 7% à partir de l'année, et les frais généraux vont être dilués dedans. Okay, donc le coût du risque, ici, il y a une augmentation importante. Donc il augmente de 77%. Mais demeure à un niveau maîtrisé de 1,13. Donc on a grosso modo un coût du risque qui pèse 1,13% des encours, ce qui est tout à fait raisonnable. Surtout qu'à l'avenir, on risque d'avoir un coût du risque en transformant nos bilans et
et en allant opérer sur la PME qui va être beaucoup plus important. Et ce qui est normal. C'est un coût du risque normal, mais qui va être pricé en amont. Donc on pricera, sinon on ne fait pas de crédit au PME, il faut arrêter. C'est des choix. Alors soit on dit on les fait, et on price correctement, parce qu'on sait que les PME, il y a beaucoup d'informels, qu'il n'y a pas de bilan, il faut des outils de scoring, etc. Okay, mais une fois qu'on y est, ben, il faut savoir gérer ce risque correctement. Il y a beaucoup de recouvrement derrière. Voilà. Donc ici, en conséquence, on a un résultat net qui bondit à peu près de 9,5%. Sur la bourse, donc la bourse comme tout à l'heure, voilà un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est le cours de référence qui va disparaître. C'est le cours que vous avez traité à l'époque. Il y a eu le monde capital, c'est l'effondrement, c'est la panique générale. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu, j'ai rien perdu. La baisse, elle a été juste légère ici. Okay, on regarde, nous, cette chute-là qui ne veut rien dire parce qu'on a eu 2 fois plus d'actions. Donc en richesse globale, c'est faux. C'est un mauvais message qu'on passe aux gens. Ça, c'est important, c'est à vous de communiquer. Avec vous, c'est facile de communiquer parce que c'est des professionnels, mais avec le petit porteur d'actions, ben, il faut l'expliquer, c'est compliqué. Soit il arrête d'acheter des actions, il va acheter des OPCVM, qui, eux, font le travail, où tous les jours, ils vont lire un bilan, ils vont choisir, ils vont faire des règles, mais encore une fois, la bourse, c'est pas le casino. Moi, c'est ce que j'ai toujours appris. La bourse, c'est pas le casino. Les croissances de 40% par an, ça n'existe pas. Et moi, je connais que la drogue et les armes qui font ça. donc aujourd'hui, ici, c'est exceptionnel, mais ce n'est pas des choses à faire. La bourse, c'est l'investisseur en bon père de famille qui investit sur un horizon de 3-4 ans. Okay, et qui a un rendement de dividende. Donc, on peut aller sur le cours, s'il te plaît. Voilà, ça, c'est le vrai cours. Alors, ici, la performance 2016 a été de 16%. Okay, sur le Burkina. 16% de performance 2016, du cours. La performance à septembre, elle a été de 13%. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Aujourd'hui, notre performance sur le Burkina, quelqu'un qui a acheté une action de BOA Burkina le 1er janvier 2017, à septembre, il a gagné 13%. En faisant les rajustements. C'est important. Hein. Un volume d'échange moyen de 3 millions, donc ça vous montre quand même que 13%, c'est complètement décorrélé du marché. L'année dernière, il y avait 16%. 3% négatif, 4% du marché, et secteur financier, moins 8%. Donc ça veut dire que c'est une banque qui a surperformé le marché. Ici, donc, c'est la capitale boursière, 173 milliards, les cours de clôture, la performance. Alors, la performance de la période, c'est 13% qu'on vient de voir. Le rendement dividende, il s'établit à 5%. OK? Et donc, la performance globale est de 18%. J'ai une performance potentielle, une plus-value latente de 13%, si je devais vendre mes actions demain matin. Mais je reçois un dividende de 5%. Okay, voilà. Donc, s'il me fait un price earning ratio de l'ordre de 13,5 aujourd'hui, un price to book de 4,2. Donc, la hausse du cours avec un niveau de variation après à 13,5. Donc, vous avez déjà un peu une idée. En termes de fondamentaux, on voit bien que les ratios financiers sont très bons, puisque le ROE, il culmine, il est au-dessus de 25% pratiquement. Donc, ça veut dire que c'est une banque qui est clean, qui a des bons fondamentaux, qui génère des revenus. Le ROA est à pratiquement à 2, ici, et la croissance du résultat net, ici, malgré une faiblesse de croissance, ici, et là, la banque, c'est une banque mature dans une petite économie. Donc aujourd'hui, notre seul levier de croissance, c'est de suivre le train de l'économie. Si l'économie ralentit, on ralentit. On n'est pas une petite banque qui est en train de croître. On est une grosse banque qui va suivre juste l'économie. Donc on va attendre. Si l'économie accélère, on accélérera. Si elle ralentit, on ralentira. On n'a pas le choix. On a une taille critique. Sur la Côte d'Ivoire. Alors, sur la Côte d'Ivoire, bon, vous connaissez mieux que moi la Côte d'Ivoire, mais bon, j'essaie de... la croissance du PIB, bon, bien sûr, historiquement, est connue comme l'un des champions de la région. Okay, mais il y a un fléchissement à 6,9 qui est excellent. Moi, j'aimerais bien avoir des économies qui fléchissent à 6,9. Mais bon, j'ai mis contre 7,5 en 2016. Les comptes publics, ici, déficit budgétaire en légère détérioration, à 4,5 du PIB. Okay, et l'endettement, il est en hausse à 52%. Ça commence à devenir un peu limite. Les événements ayant impacté l'environnement négativement, c'est le contexte politique qui est encore instable. Les gens, je parle des investisseurs globalement, ils ont peur. Ils se disent, attends, on ne sait pas si c'est stable ou pas stable. La crise du cacao, aujourd'hui, qui a fortement affecté un peu l'économie, qui a fait des ralentissements. Le lancement des grands travaux d'infrastructure, ça c'est ce qui est positif, dans le cadre du plan national, qui, eux, devraient commencer, et la politique budgétaire et monétaire qui commence à devenir prudente, prise de conscience générale,
qui est censé commencer à nous permettre d'avoir donc plus de discipline budgétaire, les grands travaux qui devraient produire ces fruits d'investissement, qui devraient commencer à irriguer un peu le secteur. Sur la banque. Alors la banque ici, il y a à peu près 31% qui flottent sur le marché. Ok, on va faire simple. Le bilan étant en croissance annuelle moyen, on est à peu près à moins 1%. Le produit net bancaire, aujourd'hui, juin-juin, on est à 5% de croissance. Les fonds propres sont à peu près à 7% de croissance, annuel moyen, je parle toujours annuel moyen. Et le résultat net, ici, il fait une hausse de 17% contre juin 2016. Ici, on a les crédits. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu un ralentissement sur les crédits. Les crédits sont à moins 8,9%, okay, contre un marché qui est en hausse de 2,2%. Okay, et au dépôt, on est à 4%. On est à 4, je vois pas bien le truc, c'est 4,3 ou 4,8%, pardon. Donc on est pratiquement à 5%. On bat un peu le marché, on ne suit pas le marché. Alors sur l'encours du crédit en montant, mais en nombre de dossiers, ça a augmenté. Toujours parce que par la politique, un peu comme le Burkina, c'est la transformation bilancielle qui fait on prend de moins de gros crédits, mais on fait plusieurs petits crédits. Donc on fait plus de travail, okay, c'est plus de marge, mais ça permet aussi de rebalancer un coin. Lorsqu'on avait une banque qui était pratiquement à 90%, 89% d'exposition corporate, c'était énorme. Donc automatiquement, le taux de concentration devient très élevé. Ça veut dire que dès qu'il y a un client qui tombe, il déstabilise la banque. Donc l'idée, c'est d'élargir cette base-là. Ok, donc ça, c'est donc au profit des particuliers PME. Les croissances sont en ligne avec le secteur. La quote-part des dépôts non rémunérés, elle s'établit à 62%. Total de dépôt contre 64%, à 61%. Donc à 60%, on est content. Je veux dire, on ne va pas chipoter sur 64 ou 62. Les 60% des dépôts ici, des dépôts non rémunérés, moi je considère que c'est déjà un succès. Il y en a 40% des dépôts rémunérés. Les placements, on est à peu près à 221 milliards, c'est à peu près 37% du bilan. Okay, et ça, vous avez des courbes qui illustrent un peu ce que je viens de dire à l'instant. Les crédits, donc il y a un ralentissement ici qui s'opère par la transformation bilancielle. Donc ce n'est pas du tout une perte de part de marché subie, mais c'est voulu. Okay, et ici, au niveau des dépôts, on continue à engranger la machine. Sur l'analyse du compte de résultat, donc ici, la marge nette, elle prend 6%, les commissions prennent 3,5%. Et ça, pourquoi ils prennent que 3,5%? Donc il y a un ralentissement qui s'est opéré ici, du fait des opérations de change. Parce qu'on a eu une opération de change exceptionnelle qui s'est opérée en 2016, et qui a fait que les résultats, que le revenu des commissions était plus important, était boosté par du non récurrent ici. Mais bon, on ne va pas se plaindre, on est quand même à 3,5% de croissance. Le PNB croît de 5%, les charges de 8%, mais ça va être encore dilué avec le deuxième semestre qui va produire plus de PNB sur le moteur. Enfin, le coût du risque ici est en amélioration, puisqu'il était à près à 2 milliards. La charge du risque était 2 milliards de net de reprise en 2016. Il est passé à 1,2 milliard, donc une baisse de 40%, ce qui ramène un coût du risque de 1% qui est en baisse. Donc, ce que je dis, le risque est en nette amélioration grâce à une reprise importante. Le taux de couverture des créances en souffrance, il est à 99,5%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de créances qui ne sont pas couvertes. On ne peut pas avoir de mauvaises surprises, parce qu'on a suffisamment de provisions pour couvrir les risques inhérents. Okay, et le résultat net ressort en croissance de 17,5%. Pour ce qui est de la bourse, alors, pour ce qui est de la bourse, on voit bien que ce qui s'est passé ici, il y a la même chose, cours de référence, décrochage, la panique générale, et le cours continue à tomber. Okay. Ici, quand on regarde ici la moyenne glissante moyenne, la courbe bleue, la cassure s'est opérée à partir du mois de mars. Ici, on l'a cassé à la hausse, donc on a battu, il y a eu une accélération sur le cours, donc il y a une bulle spéculative qui s'est créée, et après, c'était la chute forte à partir de l'été. Forte ici à des niveaux très bas. Voilà. Donc le volume d'échange a porté sur 3000 titres par mois, ce qui n'est rien du tout. Okay, et les performances, ici, on les a vues, on a eu 11% l'année dernière et moins 39,6% de performance cette année, à septembre. Alors, ça, on est bien d'accord que, ici, quand on regarde donc les cours de clôture, la performance, le rendement du dividende, le dividende est de 7% en 2017 à peu près, ce qui fait la performance avec le dividende est 32%. Le price earning est passé à 7,9%. Donc ici, malgré de bonnes performances et de bons fondamentaux, parce que j'ai demandé qu'il y ait des bons fondamentaux, le cours a été sanctionné depuis juin avec une dilution induite du pair qui est passée à 7,9%. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'efficience. On ne lit pas les comptes, on l'achète comme ça, ou on n'achète pas.
Je dis que c'est important, c'est une prise de conscience qui doit s'opérer progressivement, parce que c'est ça votre métier et c'est ça notre métier. Nous, on livre des fondamentaux. Il n'y a pas de raison qu'une banque qui est en bonne santé et qui fait une croissance du résultat net je vous ai montré avant, de 17%, c'est bien ça, en juin, voilà, de 17%, soit sanctionné avec un cours qui baisse 39%. Ça veut dire on achète quoi? Des cacahuètes, on achète des fondamentaux. Donc c'est important qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Okay, et qui délivre un dividende de 7%. Je veux dire nettement au-dessus de ce que vous payez aujourd'hui une obligation en bon du trésor. Okay, donc c'est important que ce genre de choses soit bien comprises et après on répondra aux questions. Voilà un peu sur la partie performance boursière. Alors sur le Mali, la situation est plus contrastée. Alors, sur le Mali, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la croissance du PIB qui est à 5%, à peu près la même chose que ce qui était sur le Burkina. Le déficit budgétaire est 3,5%. La dette publique, elle reste à un niveau stable et bas, qui est à 30% du PIB. Okay. Les événements qui ont impacté négativement ce pays, c'est la situation sécuritaire au Sahel qui est fragile, qui fait qu'aujourd'hui, les gens toujours sont dans une phase d'attente et on diffère toujours les investissements et les décisions plus tard. C'est un pays qui reste quand même fortement tributaire des aléas climatiques, puisque le secteur agricole pèse 40% du PIB. Donc lorsqu'il y a une sécheresse, eh ben, ça déstabilise. C'est comme ça qu'on peut avoir un PIB qui peut être extrêmement erratique à cause de la composante forte. Et il y a un faible niveau d'industrialisation dans le pays qui contribue. On est à peu près à 7-8% de l'industrie qui pèse dans le PIB du Mali. Alors pour ce qui est de la banque elle-même... Alors ici, ce qu'on voit, c'est que, bon, vous savez que c'est une banque qui est jeune, qui a été introduite en bourse l'année dernière, à travers une OPV, et bon, qui a 60% à peu près qui est détenu par le groupe BOA. Le reste, c'est du float, à peu près 40% qui flotte sur le marché. Total bilan, ici, est en forte baisse. Okay, on va voir les détails. Le PNB est en baisse. Les fonds propres sont stables. Et le résultat net est en hausse. On va voir pourquoi exactement tout ça. Alors, au niveau déjà des crédits, qu'est-ce qui explique? On a pratiquement 10% de baisse des crédits, okay, contre un marché stable. Un marché, pour moi, qui est à 0,9%, c'est pas normal. Ça s'appelle une période de crédit crunch. Crédit crunch, ça veut dire que c'est une économie, c'est pas normal qu'une économie émergente, croissance, observe des baisses du crédit. Le crédit devrait être multiplié par 2 fois le niveau de croissance. La croissance. Déjà, c'est anormal. C'est une situation qui choque. Okay. Donc ici, déjà, il y a un problème, c'est qu'il y a des besoins pour financer l'économie et on ne joue pas le jeu. Pourquoi on ne joue pas le jeu? Il y a des règles. Parce qu'il n'y a pas de visibilité, parce qu'il y a un niveau de risque élevé, parce qu'il y a 50 questions qu'il faut se poser. Mais c'est important. Mais ça devrait permettre les autorités financières du pays devraient prendre ça en considération. En se disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les banques ne jouent pas le rôle? Les dépôts, eux, sont en croissance de 3%, donc l'épargne ne grossit pas tellement. Okay. Donc ici, la même chose que les autres banques. Cette baisse ici, il a fallu sortir 2-3 gros crédits et faire de la PME pour que la baisse soit... Donc ici, on est en train de corriger le tir. C'est la transformation bilancielle qu'on est en train d'opérer en allant vers la PME. C'est plus compliqué, c'est plus fastidieux, etc. Mais c'est ça l'avenir. Aujourd'hui, on sait bien que les croissances de tous ces pays, ça va venir de la PME. Ça ne va pas venir des corporates. Les corporates, on va avoir... X corporates, quelques dizaines, vingtaines, cinquantaines de corporates qui sont importants, mais l'emploi, etc., c'est les écosystèmes qui gravitent autour. C'est là où il faut investir. Et quand on est en phase d'investissement, ben, on accepte qu'il y ait des dérapages. Donc ici, le ralentissement volontaire des dépôts aussi, c'est pour baisser des dépôts qui étaient rémunérés, qui coûtaient trop cher. On a reçu un impact, un choc sur pas mal de banques en début d'année avec les nouvelles règles de la BCEAO pour le refinancement sur les bons du Trésor à partir du premier trimestre 2017, qui ont fait que le coût des ressources a augmenté fortement. Donc il a fallu trouver un levier pour atténuer cette hausse des coûts des ressources. Alors en diminuant les DAT qui coûtaient cher, okay, ça a permis de compenser un peu cette baisse, alors qu'on aurait eu des coûts des ressources qui auraient pu augmenter beaucoup plus fortement. Donc on a atténué la hausse. Un type de placement aujourd'hui, on est à peu près à 150 milliards, c'est 31% du bilan. Alors, sur l'analyse du compte de résultat, ici, la marge bancaire, elle est en repli, du fait de la baisse donc, des encours. C'est normal, on a moins d'encours, ben, ça génère moins de revenus, c'est évident, je veux dire, d'une part.
Les commissions sont tombées à 17%. Alors, elles viennent essentiellement des commissions sur découvert. Donc on avait des grosses commissions sur découvert. Mais vu le ralentissement de certaines activités, telles que le transport, etc., qui étaient des activités qui sont devenues risquées, ou bien moins automatiquement, mais il a fallu resserrer un peu les vannes. Donc il y avait moins de tirages, donc automatiquement, il y a moins de commissions. Donc c'est un événement qui est purement conjoncturel. On espère que structurellement, ça va revenir à la normale. Quand on est en phase d'attentisme, eh ben, on ne va pas nous accompagner, pas de visibilité. Et le change, je vous ai dit, suite au renforcement de la licence en vigueur. Donc ça veut dire qu'il y a eu un contrôle de change qui était plus strict sur le transfert de devises. Donc automatiquement, ben, il y avait plus de papier. Donc des transferts qui se faisaient en 48 heures, ils se font en 20 jours maintenant. Donc ça ralentit le volume de l'activité. Donc le PNB donc, se ressort en conséquence en baisse de 10%. Les charges sont bien maîtrisées, ils sont flats, ils ne bougent pas pratiquement. Et on a un coût du risque ici qui baisse fortement. Okay, donc c'est ce coût du risque ici qui a permis un peu, donc il y a 1,05. Ici on avait du risque très élevé parce qu'il y avait des gros dossiers qui sont passés dans le pipe aujourd'hui. Et on a à peu près ici, ça s'améliore grâce à des reprises de provisions de 878 millions, rendues possibles grâce aux efforts de recouvrement essentiellement. Donc l'action de recouvrement a permis d'atténuer ce coût du risque. Donc le résultat, il s'améliore de 5% à peu près. Donc on retient que le résultat a été piloté par le coût du risque. Okay. PNB en baisse, on sait pourquoi, transformation bilancielle, frais généraux bien gérés, coût du risque normatif, on revient à un coût du risque plus faible, conséquence, résultat en hausse. Mais le moteur aujourd'hui qui est en haut, qui s'appelle le PNB, ne produit pas comme on aurait voulu qu'il produise. Et alors ici, on est bien d'accord, il y a eu une introduction, ça c'est 2017, il n'y a pas 2016. Okay, donc ici, j'ai le détachement de coupons qui s'est opéré ici, la cassure qui s'est opérée là, voilà. Et ici, le coût retraité du fractionnement, vous voyez bien, il est là. Donc il y a eu ce décalage qui s'est opéré. Ici, le split s'est opéré ici, à septembre 2017. C'est bien ça? Capital. Alors ici, quand on regarde un peu, ben, aujourd'hui, la performance du cours, elle a été de 65%. Ça, on est bien d'accord, c'est fait en juin, c'est l'introduction en bourse. Donc lorsqu'il y a une IPO, il y a tout le monde qui veut aller en bourse pour gagner de l'argent. Donc on fait un cadeau. Donc il y a une bulle qui se crée. Après, on revient aux fondamentaux. On revient à la raison. Les spéculateurs sont partis, ils ont vendu ce qu'ils avaient. Okay, et on revient un peu à la raison. Et puis là, on commence à jouer du long terme. Ici, ce qu'on retient, c'est que sur 2017, la performance a été négative de moins 6%. Okay, versus un marché, un secteur financier qui est en baisse de 1000%, c'est important d'avoir ça l'année dernière ici. Donc je ne pense pas que la croissance elle, soit bonne en 2017. Mais ici, on l'a cassé à la hausse. Okay, ici, on casse à la baisse. Ici, à partir de mai 2017, à la baisse, le cours. Voilà. Ici, quand on regarde ici, on est à un price-earning ratio, toujours sur, bon, on a un rendement de dividende de 8%, ce qui correspond à une performance globale de 1,8% aujourd'hui. Okay, on a un price-earning qui est à 7,5, donc c'est parmi les plus bas okay, du marché. Donc ça veut dire que, alors que vous savez, on a bien vu tout à l'heure qu'il y a d'autres pays qu'on a passé tout à l'heure qui étaient à 13 fois les bénéfices. Donc je peux dire quand même il y a du potentiel. C'est une banque qui a quand même un ROE de l'ordre de 26%, donc il y a des bons fondamentaux. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Et en termes de croissance du résultat net, on a fait 32, on anticipe de faire 9,5 cette année de croissance du résultat net. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le cours a été sanctionné avec une forte décote et qui induit donc une baisse ici, un PER, ici c'est une petite erreur, c'est 7,5%. 7,5. Ok. Voilà un peu l'historique du Mali. Alors ici, au niveau du Niger, alors ici, donc on a une croissance du PIB aujourd'hui qui est à 5,5, qui est estimée en 2017, et qui est portée par le secteur secondaire, qui affiche une croissance de 12%. Ici, vous avez le tableau qui montre un peu les différents contributeurs à la croissance du PIB. Ici, on est à peu près, on voit bien que le primaire est à 3%, donc ici, il y a un bug, il y a un ralentissement très fort qui s'est opéré. C'est pratiquement 2 fois, donc ça c'est les conditions erratiques, c'est le côté erratique des sécheresses, etc., qui fait que ça peut agir fortement à la hausse ou à la baisse. Okay. Le secondaire, ici, on est à 6%, donc il y a une reprise importante, et on table sur 12% de croissance en 2018, ce qui est prévu par le FMI, et au niveau du tertiaire, on se stabilise après 5%. Les comptes publics affichent un déficit budgétaire en amélioration, mais qui est quand même à 6% du PIB, donc ça veut dire déjà
l'État prend conscience de ça. Aggravation de l'endettement environ donc à la moitié du PIB à peu près, suite au refinancement de projets dans les années extractives. Donc beaucoup d'investissements qui ont été faits par l'État dans tout ce qui est industrie, dans l'uranium et dans plusieurs industries extractives, et qui fait qu'aujourd'hui, normalement, l'endettement devrait naturellement, mécaniquement baisser dès que ces mines vont entrer en fonction. Les événements ayant impacté l'environnement, c'est la crise économique au Nigeria, donc comme le Bénin. C'est un pays qui est mitoyen, qui change beaucoup avec le Nigeria. Quand le Nigeria est en crise, ça se reflète. Et c'est une économie très dépendante du Nigeria. La sécheresse, ce que j'ai dit, donc qui aura un impact durable sur la croissance du Niger, pays fortement tributaire des conditions climatiques. Poids du secteur primaire, c'est à peu près 58% du PIB. C'est énorme. Okay, donc 58% du PIB qui est en péril, qui peut être divisé par 2 ou bien augmenter. Donc on peut avoir c'est une courbe en yo-yo. Dès qu'il ne pleut pas, c'est la catastrophe. Et quand il pleut, c'est la croissance. Voilà un peu le résumé. Et ça, c'est le tour de table. Donc il y a 60% à peu près du groupe. Le reste, ça flotte sur le marché. Ça, c'est le TCAM sur le bilan. Le PNB hausse de 2,4%. Les fonds propres sont stables à 1%. Et le résultat net affiche une croissance de 13%. Ici, sur les crédits, on a bien vu qu'une croissance aussi de 1% seulement, contre un marché qui est cru de 5%. Au niveau des dépôts, on a une baisse de 2% contre 6% d'augmentation des dépôts. On va comprendre pourquoi. Au niveau du crédit, c'est la même chose que pour les autres. Donc ça veut dire qu'il y a un ralentissement sur la clientèle corporate, puisqu'on n'a pris que 1% sur le corporate, mais on a accéléré sur les PME, puisqu'on a cru de 13% pratiquement sur les PME. Donc c'est une démarche volontaire de transformation bilancielle qui s'est encore opérée une fois. Donc il y a plus de volume de dossiers, mais il y a moins de valeur. Okay, les dépôts en progression du secteur sont essentiellement sur les dépôts rémunérés. Okay, alors, donc, ce que je dis, c'est que le secteur aujourd'hui, cette croissance de 6%, c'est juste que les gens ont commencé à surpayer les dépôts pour les prendre. C'est pas grave, tant pis pour eux, qu'ils les prennent, on s'en fout. On n'est pas là pour faire la course aux parts de marché. Okay, ils ont pris, ils ont surpayé, c'est facile de faire ça. Hein. Et par contre, la structure des dépôts, elle reste stable à 65%. Pour nous, les dépôts non rémunérés. Je considère que c'est très confortable. Quand on a 65% de dépôts gratuits et 35% de dépôts en DAT payant, c'est une excellente structure. Les titres de placement sont à 81 milliards, donc c'est un bilan qui est plus petit que le bilan qu'on avait, qui pèse à peu près 28% du bilan. Voilà un peu les graphes qui viennent illustrer tous ces chiffres que je viens de donner à l'instant. Et puis voilà, et ça c'est au niveau des dépôts. Donc en part de marché, on est premier, hein, je rappelle, en termes de crédit. Enfin, ici donc, on voit bien dans l'analyse du bilan que la marge nette croît de 4%. Les commissions sont en baisse de 2%. Elle est principalement due à des produits non récurrents en 2016, plus-value de cession pour 190 millions. Donc ici, il y avait eu des plus-values de cession qui avaient été opérées l'année dernière et qui ont boosté un peu ce chiffre-là, les 2,9 milliards que vous avez ici, de 200 millions à peu près. Et les 2,9 milliards, il faudrait 200 millions. Lorsqu'on enlève 200 millions d'ici, on trouve que la croissance liée à l'activité bancaire aurait été de 4,7%. Donc il y a un différentiel de 7% de différentiel entre ce que vous avez ici et ce qu'on aurait dû avoir. Le PNB, donc en croissance de 2%. Les charges sont de 7%, mais encore une fois, c'est par le fait de la linéarité des charges et qui devrait être logiquement dilué avec la croissance du PNB qui devrait être plus forte au second semestre. Le coût du risque, il est quasiment nul. Okay, donc ça, encore une fois, je vous le dis, et je ne vous le dirai pas l'année prochaine, c'est une situation anormale. C'est anormal qu'on ait des niveaux de risque qui égalent à 0. Okay, donc c'est pas la peine que l'année prochaine on dise « Ah, il y avait un risque ». Non, je vous dis, c'est anormal. Mais tant mieux, je ne vais pas venir pleurer. Je ne vais pas dire « Non, il faut qu'il y ait du risque ». Mais lorsqu'on a du risque trop bas, c'est aussi des fois mauvais. Parce qu'on peut baisser, on peut rejeter des dossiers qu'on n'aurait pas dû rejeter. Donc on perd des parts de marché. Donc il faut savoir mettre le curseur, se dire quel niveau de risque je veux avoir, et puis ouvrir les vannes et les refermer. Et c'est constamment une balance qu'on opère. Ok, donc voilà, et le résultat net, donc il augmente de 13% ici, grâce à une baisse du coût du risque. Essentiellement, voilà. Sur la performance, donc la même chose, la même histoire que tout à l'heure, le coupon, détachement, dégringolade, ici. Et donc ici, vous voyez bien que la dégringolade, ici, elle s'est opérée depuis le mois de mai, à peu près, où il y a eu déjà, on l'a crossé ici. On l'a crossé à la baisse, aussi. Là, et à partir de là, ça continue encore. La baisse a continué au moment du capital. Là, c'est vraiment très méchant ce qui s'est passé. Le volume titre reste de 3500 titres par mois, à peu près. C'est rien du tout. Hein. Passé. Alors ici, on voit bien que l'année dernière, on était à 6% de croissance. Okay. Cette année, on fait moins 40%. Okay. Ça, c'est la réalité. C'est où? On revient.
Voilà. Donc ici, moins 40%. Donc sanction extrêmement forte. On s'est complètement détaché du cours moyen pondéré. Ici, glissant. Le cours moyen pondéré sur 6 mois, glissant. Détachement extrêmement à la baisse. Donc logiquement, ça devrait repartir ici. Il n'y a pas de raison. Une banque qui fait une croissance de 13% par an, on ne peut pas la sanctionner avec un cours qui baisse de 40%. C'est anormal. Il y a des problèmes d'arbitrage qui se font. Soit on ne sait pas lire les comptes, soit quelque chose qui se passe. On ne comprend plus rien. Alors, on peut aller au ratio financier. Alors, au ratio financier, on voit bien qu'ici, on a pratiquement la performance de la période est moins 40%. C'est une banque qui a quand même un dividende sur la base de secours actuellement de 9%, donc pratiquement 10% de dividende yield. Qui c'est qui donne du 10% de dividende yield aujourd'hui? Personne. Je crois que c'est le plus haut dividende yield qu'on a peut-être sur la place aujourd'hui. Peut-être que les boîtes télécom. Mais à mon avis, c'est parmi les plus gros qu'on peut avoir sur la place en dividende yield. Donc ça veut dire aujourd'hui, vous les institutionnels, vous les assurances qui aimez bien avoir des revenus récurrents annuels, c'est là où il faut aller. Ensuite, donc ici, le price earning ratio a été pratiquement divisé par 2. On était à 13,6, on passe à 7,3. Donc ça veut dire le cours a été fortement, méchamment, sanctionné. Okay, malgré une amélioration des fondamentaux de la banque, induisant une forte dilution du PIB. C'est vraiment important. Donc ici, c'est une banque, vous voyez bien que les fondamentaux sont excellents. C'est une banque qui est pratiquement, qui oscille après entre 23 et 25% de return on equity, donc de rentabilité de fonds propres, et qui a aussi une croissance du résultat aujourd'hui qui est relativement à 2 digits. Okay, donc c'est important, tout ça, qu'on ait vraiment prise de conscience que ça, et qu'on fasse des arbitrages, c'est tout. Enfin, le Sénégal, la croissance du PIB a été forte, de 6,8, donc il y a vraiment, ça c'est les estimations du FMI en 2017, et qui est portée par l'agriculture et le secteur industriel. Les comptes publics, le déficit se réduit progressivement à 3,7%, contre 5% en 2014. Donc on est quand même, je veux dire, on est sur la bonne voie, sur la bonne tendance. L'endettement est stable, à peu près à 57% du PIB, ce qui reste très élevé pour l'économie du Sénégal. Et je pense que là, ils touchent une limite et ils ne pourront pas aller au-delà. Ça va être compliqué pour eux. Il faudrait plutôt revenir au niveau des 50, ce qui est vraiment une limite. L'événement ayant un impact sur l'environnement, c'est le programme d'investissement de l'État, PSE, Plan Sénégal émergent, qui a consommé beaucoup de ressources en investissement ici, mais qui devrait aussi commencer à produire. On attend. C'est juste que les décisions, entre la décision d'investir et de faire un projet et la mise en place du projet, les temps sont trop longs. Ils sont trop longs. On n'avance pas assez vite. Donc c'est ça qui fait que le pays est handicapé. Des projets qu'on peut faire en 2 ans, on va les faire en 5 ans. Donc il n'y a pas de, il faut qu'au niveau de la gouvernance, il faut que ça prenne plus et puis bon, le secteur agricole quand même pèse 20% du PIB, c'est un peu l'équivalent du Maroc. On a pris 20% du PIB qui pèse par le secteur agricole, donc qui se comporte correctement, mais qui est moins exposé aux aléas climatiques. Ici, on a 38% à peu près qui flotte, le reste c'est le groupe. La croissance du bilan est 17,5 à peu près sur 3 ans, glissant. Le PNB, lui, explose de 24%, on va voir pourquoi. Okay. Les fonds propres augmentent de 9% et le résultat net augmente de 83%. Alors, ici, sur les crédits, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas accéléré comme des fous. On s'est dit, il faut aller mollo. Okay. Donc c'est important, une croissance de 3% qui s'est opérée. Même si on me dit que cycliquement ici, c'était beaucoup de crédits qu'on avait bouclés en fin d'année, etc., toutes les banques le font. Donc de toute façon, il faut être dans un truc comparatif. Donc grosso modo, le marché a fait 5, on a fait 3. Okay. Sur les dépôts, on a eu une forte baisse, pratiquement de 11%, okay, contre un marché qui était flat, de 1%. Alors ici, la progression continue grâce aux efforts commerciaux et l'ouverture des agences. Okay. Donc on continue à croître, mais on est beaucoup plus sélectif. Okay. Donc un taux de rejet plus important. La demande est là, un taux de rejet plus important. Donc ça fait qu'il vaut mieux croire sereinement et sur du long terme que d'essayer de faire rapide et mal. La base clientèle des déposants s'est élargie. Donc ça, c'est important au niveau des dépôts. On a quand même si on l'a baissé ici, on a une base qui a augmenté de 11%. Ça, c'est un signe de bonne santé. Ce n'est pas un déposant qui va nous faire du chantage. Si demain il veut partir, eh bien, qu'il s'en aille. Okay. Donc c'est important qu'aujourd'hui, on élargisse cette base de déposants. Et donc elle a baissé en valeur dû au retrait de certains gros déposants. Mais en nombre, ça a augmenté. La concentration des 10 premiers déposants est passée de 40 à 27% en 6 mois. C'est énorme. Ça veut dire avant, les 10 premiers déposants, ils pesaient 40% des dépôts. C'est énorme. On est passé de 40% à 27%. Donc c'est vraiment sain comme approche.
Les titres de placement sont à 143 milliards à peu près, ce qui représente à peu près 30% du bilan. Voilà un peu Alors, au niveau des performances financières, la marge ici, on voit bien que cette croissance des encours a été moyenne et de 20%, mais sur la fin de période, c'est 3%. Mais ça veut dire qu'une marge nette qui croît plus fort que les encours moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je price mieux, j'ai une meilleure marge. Okay, ça veut dire des encours moyens qui croient de 20%, mais ma marge, elle augmente de 30%. Donc ça veut dire que j'ai appris à mieux pricer. J'ai des coûts de ressources peut-être moins chers, on n'a pas le temps d'analyser ça en détail, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc c'est un bon signe. Au niveau des commissions, il y a une croissance de 10%. Okay, donc ça, c'est très souvent grâce aux nouvelles ouvertures de comptes, au réseau. On est pratiquement un réseau qui a augmenté. Le directeur général vous dira tout à l'heure de combien d'énergie, qui a permis aussi bien d'élargir la base des déposants, mais aussi d'améliorer le poste de commission. Donc le PNB ressort à 24% de croissance. Okay, sur les charges d'exploitation, on est à 10%, okay, donc et qui seront encore plus dilués à la fin de l'année. Et en fait, le coût du risque, aujourd'hui, est au même niveau. On l'a pris à 1,7 milliard ici, ce qui correspond à peu près à 1,43 en coût du risque, qui est un coût du risque raisonnable, normatif. Voilà. Et ici, on améliore le taux de couverture de 7 points, qui était à 51%, on est passé à 58% taux de couverture. Donc le résultat net a presque doublé en un an. Voilà, rebelote, la courbe ici, avec le cours de décrochage. Le cours moyen pondéré ici, il décroche à partir de juillet, okay, dès qu'on a augmenté le capital. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension du marché, encore une fois, et qui fait qu'il y a un décrochage qui s'est. On peut le voir, on peut zoomer dessus, sur le prochain slide. Voilà. Alors ici, vous le voyez bien. Ici, il y a une bulle spéculative qui s'opère. C'est une grosse bulle qui n'a pas lieu d'être. Okay, elle se dégonfle ici, mais elle se dégonfle trop bas. Et là, on sanctionne. Un peu, mais bon. Aujourd'hui, on est quand même à 40% de croissance, de baisse l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière, en 2016, il y avait eu un profit warning. On avait des complications, on avait un profit warning sur la place pour dire attention, les résultats vont être en baisse pour des raisons. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là, on est en croissance, et le cours aujourd'hui a cru de 32% sur la période à septembre 2017. Sur un volume de 5000 titres à peu près par mois. Voilà. Enfin, sur l'avant-dernière slide, vas-y. Ici, il y a, donc ici, on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même à un price earning de 12,6. Donc le dividende yield, il est petit, il est à 1,8, il est moins fort que les autres banques, mais la performance est bonne. Donc on compense les deux, ce qui nous fait du 33,7% de performance à septembre. Ce n'est pas une performance annualisée, c'est à septembre. À la fin de l'année, on sera de combien on était. Ici, on était à 25 en 2015. Ça vous donne une idée. Donc le price earning était 12,6. Ici, il était à 45. Personne ne se plaignait. À 45 fois les bénéfices, tout le monde achetait quoi. C'est-à-dire que c'est du Amazon qu'on achète, c'est plus une banque là. Ok, un price to book qui a des ennemis. Alors ici, on voit bien que les fondamentaux sont en forte restauration, parce qu'on était à 8%, on passe à 15% et on va vers 20% de ROE. Donc ça veut dire qu'il y a une forte accélération qui s'opère. Okay. Le cours semble se stabiliser à un niveau normatif à septembre et un perd 12,8 après avoir été sanctionné en 2016. Enfin, en synthèse, cette dernière slide, ici je vous rappelle ce que je viens de vous montrer à l'instant, les performances des cours, donc tous les pays, les performances des cours à septembre 2016, donc moins 7, etc. En face, vous avez le dividend yield, qui est le rendement des dividendes pour chacune des valeurs. Vous avez la croissance du résultat net estimé en 2017, à juin, pardon. Donc ici, on voit bien que si le Bénin, il a été sanctionné, mais bon, à la rigueur, on va dire que c'est acceptable, parce que le résultat net a baissé de 5,7%. J'ai expliqué pourquoi. C'était à cause des produits non récurrents. Okay, mais après, ça devrait rester restauré. Donc le cours a réagi dans le même sens, sachant qu'ici, on a quand même encaissé 6%, donc on est à moins 1%, mais on a été sanctionné de 5%. Au niveau de Burkina, on a à peu près le cours, croissance du résultat net 5 ici, et on a ici 13%, donc c'est une chose qui peut se tenir. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est inacceptable. On a une croissance du résultat de 17%, c'est ça les fondamentaux, et on a un cours qui baisse de 40%. Ce qui ramène le price earning à un niveau le plus bas historique. Okay, donc ça ne veut absolument rien dire. Au niveau du Niger, on a 40% avec un résultat qui croît de 3%. 40% de baisse, c'est énorme, alors qu'au dividend yield, c'est à 10%. Et on a aujourd'hui une croissance du résultat net de 13%. Ce qui ramène aussi à un niveau très 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 bas de pricing. Et enfin le Sénégal, qui a été récompensé par le marché selon les performances.
Donc voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a de l'efficience, de la non-efficience. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a terminé là. Donc ici, on va se porter à vos dispositions pour toutes les questions, réponses que vous avez. Et j'espère que ça a été clair pour tout le monde déjà la présentation. Merci. C'est Fernando Likoyi de la SGI Bénin. Ma question est la suivante. Je pose la question en même temps ou... Oui, bien sûr. J'aimerais savoir les dispositions prises par les 6 BOA pour respecter les normes prudentielles de BAL 2 et BAL 3. Donc il y a un gros travail qui a été piloté par le groupe au niveau des différentes filiales. Et tout dernièrement, nous avons fait des simulations sur la base des chiffres arrêtés au 31/12/2016 et sur la base des chiffres au 30 juin 2017. Ce que je peux vous confirmer, c'est que les besoins en fonds propres, si on applique les nouvelles règles, ne sont pas vraiment significatifs, étant donné qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la qualification de la base de données. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les règles baloises, les nouvelles règles baloises, les règles de provision, le calcul des fonds propres dépend énormément de la qualité de données. Parce qu'on va distinguer la consommation en fonds propres en fonction de la PME, en fonction si on est une entreprise étatique ou si on est particulier ou corporate. Il y a également, alors aujourd'hui, il n'y a que les utilisations de crédit, donc c'est comptable, qui sont prises en compte au niveau de la consommation des fonds propres, alors que dorénavant, on passera aux autorisations. Donc là, il y a un gros travail qui est fait. Il y a également un travail qui est fait au niveau des engagements hors bilan. Bref, le travail se poursuit pour minimiser justement ces besoins qui, encore une fois, je le répète, n'est pas encore significatif. On a tenu une réunion, toutes les filiales et le groupe, avec la BCAO exactement le 12 octobre dernier. Et selon le reporting que nous avons envoyé au niveau du groupe à fin septembre, on a été félicité par le respect du plan de marche qui a été communiqué à la BCAO en début d'année. C'est un Froyen Gadi de Coris Bourse. Je continue toujours dans la même lancée. Quel pourrait être l'impact que cela pourrait avoir sur le rendement du dividende? À partir du moment où vous maintenez un payout ratio identique, okay, on va dire qu'on paye 40, 60%, 70% du résultat, okay, et qu'on est capable au niveau groupe, je dis bien au niveau groupe, aujourd'hui, et la bourse, de suivre le nombre de capital qu'il faut. Si c'était nécessaire, on mettrait de l'argent. Donc je ne vois pas quel impact serait sur le dividende, puisque la masse du dividende sera la même. D'ailleurs, on vous a donné déjà les premières estimations pour 2017, pour fin 2017. Donc je veux dire, indépendamment, aujourd'hui, on a des ratios prudentiels qui sont relativement confortables et un nettoyage de la base de données, comme a dit M. Zbdani, mais il ne faut pas, le rapport aujourd'hui direct entre la masse des dividendes et le ratio BAL 2. On ne va pas arrêter de payer des dividendes pour augmenter le capital. On paiera ce qu'on doit payer parce qu'on est content en bourse et qu'on doit respecter les investisseurs. Okay, sauf s'il y a un profit warning, et ça on vous préviendra avant. Mais bon, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on croise les doigts, ce n'est pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, et c'est ça la force d'un groupe, c'est de pouvoir assurer aux actionnaires le même niveau de dividende. Et s'il y a des ratios prudentiels nouveaux qui vont venir, on mettra de l'argent à la poche. Et on augmentera le capital. Bonsoir, je suis Djibo Doumia, je suis gérant d'un fonds commun de placement. Au cours de votre présentation, il y a des thèmes qui sont revenus de façon très récurrente et qui concernaient toutes les filiales pratiquement. Transformation bilancielle, c'est ce que j'ai retenu. Pourquoi cette transformation bilancielle? J'ai bien compris qu'il y a un effet risque. Au-delà de cela, quelles sont les motivations, les autres motivations qui peuvent expliquer que vous décidez de switcher du gros corporate vers la PME quand on sait que le risque est plus important? C'est un travail plus important. Il peut y avoir aussi également une crainte sur les charges d'exploitation et donc sur le cost-income ratio. Donc, je voudrais savoir quelles sont les motivations les plus profondes qui vous ont choisi, qui vous ont permis de décider d'aller dans ce sens-là. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que c'est une question qui est adressée principalement aux filiales du Bénin et du Sénégal. J'ai lu dans une étude, à partir des données de la BCAO, que parmi les 8 pays de l'UEMOA, c'était dans ces 2 pays, commencé par le Sénégal, je crois, et le Bénin, ou le Bénin ou le Sénégal, je ne sais plus trop, où le coût du risque était le plus élevé, et significativement par rapport aux autres pays. C'était une étude qui était basée sur la période 2010 à 2015.
Donc, je voudrais savoir comment, qu'est-ce qui pourrait expliquer, enfin, s'il y avait des raisons sociologiques à cela ou des raisons économiques à cela, et quelles sont les mesures qui sont prises par ces filiales-là du Bénin et du Sénégal pour pouvoir juguler ce coup du risque. Voilà. Je dis aussi également que par le passé, ça s'est un peu matérialisé dans le coup du risque des filiales de Béoula Bénin, du Bénin au Sénégal, parce qu'on a eu des années où il y a eu beaucoup de provisions qui ont été passées pour le Bénin, où on a eu même à faire appel à des reprises sur FRBG pour pouvoir juguler un peu le résultat. Je pense même en année 2015, il y a eu un effet comme ça qu'on a pu remarquer dans les comptes. Donc si on peut avoir plus de détails sur les mesures qui sont prises pour savoir comment on adresse ce problème-là. Sur la partie transformation bilancielle, on est bien d'accord que les économies émergentes ne peuvent grandir que si jamais il y a une base de PME qui se développe. Ça, c'est le facteur numéro 1. S'il n'y a pas de PME, il n'y aura pas d'emploi, il n'y a pas développé. Ce n'est pas 5-6 boîtes qui vont faire le pays. Donc aujourd'hui, on n'a pas dit qu'on allait arrêter, on va moins croître sur le corporate, mais on va accélérer sur la PME. Donc on s'est fixé comme horizon, on était à peu près à 12%, si je me souviens, d'exposition en 2015 sur la PME, on veut la porter à 18% ou 20% en 2018. Donc ce n'est pas une explosion, mais c'est important, c'est une transformation qui s'opère. La PME, ce n'est pas uniquement faire des crédits, c'est mettre en place tous les outils de risque quantitatif. On est incapable de lire un bilan d'une PME, vous le savez bien. La moitié, c'est de l'informel, donc il n'y a rien à lire. Donc on va plutôt analyser un score comportemental, en se disant quels sont les écosystèmes sur lesquels il faut aller, quelles sont les priorités du gouvernement. On sait bien qu'aujourd'hui, ce qui irrigue ces économies, c'est les gouvernements. D'abord, c'est le plus gros, c'est lui qui va irriguer. Si demain, il va aller dans le bâtiment, mais on va voir tout ce qui est autour du bâtiment, qui gravite autour. Et on va aller financer ce qui est autour. Si demain, il va aller sur, je ne sais pas moi, sur la pêche, eh bien, on va se positionner aussi sur la pêche. Donc, on va voir ces écosystèmes intelligemment et travailler dans une approche qui soit bancariser certains gens, etc. Donc, on doit le faire. Si on ne fait pas, on ne fait pas notre boulot. Donc, cette transformation, elle va s'opérer progressivement sur 3 ans. Certains l'ont déjà démarré, d'autres ne l'ont pas démarré. Parce que les conditions de marché ne le permettent pas. Quand les conditions, c'est trop risqué, c'est parce qu'on m'a dit de le faire, je vais le faire. J'ai dit, ben non, je reporte d'un an, dans 2 ans, on verra. Mais la volonté est là. Après, on a grosso modo 25% des encours globaux qui sont sur le retail. Aujourd'hui, on va se maintenir à 25-30%. On ne va pas aller au-delà. Donc tout le reste, aujourd'hui, c'était du corporate. Donc si maintenant on arrive à donner une place de 20% dans le corporate, ben on aura 20 plus 30, ça fait 50, et on aura 50% en corporate. 20 en PME, plus 30 en retail, ce qui correspond à 50%. Plus 50% en corporate. Donc on est bien d'accord sur cette approche-là. Sur la partie charge d'exploitation, je n'ai pas bien compris votre question, mais tout le monde vise à avoir un coefficient d'exploitation qui soit à la baisse. Je vais dire, à la rigueur, c'est une volonté. Donc on essaie de voir un peu les économies de charge sur lesquelles il faut les faire, etc. On n'est pas là pour, aujourd'hui, avoir un coefficient d'exploitation. Donc je veux dire, il y a une discipline financière, il y a des règles qui ont été mises en place en vue d'améliorer et des trends, améliorer. Certaines banques sont déjà bas, on va les maintenir où est-ce qu'elles sont. Ces banques sont trop hautes. Et il y a des banques, bon, c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on ne les a pas vues, des banques avec des petits bilans. Quand on prend le Togo, c'est un petit bilan. Donc il y a des coûts fixes importants. Donc avoir un coefficient d'exploitation de, je sais pas moi, de 80%, 70%, c'est normal. Il va se diluer dans le temps avec le bilan qui va grossir. Parce qu'il faut bien payer le directeur général, il faut payer tout le staff qui travaille là-bas pour le même bilan. Ce même directeur général, il va gérer un gros bilan, un petit bilan. Donc il y a des coûts fixes qui vont naturellement se diluer. Je répondrai naturellement surtout pour le Sénégal, laissant le soin à mon frère de parler du Bénin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation sociologique par rapport au coût du risque dans notre espace communautaire. Et je dirais même qu'on peut constater, selon les périodes qu'on prend, que souvent l'instabilité que les pays connaissent a eu un impact sur ce ratio. Ce fut le cas de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs où nous sommes, pendant la période de crise. Je rappelle, en tout cas, dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, en tout cas, les taux de CDL, des créances douteuses et litigieuses, avaient fortement augmenté pour des zones, en tout cas, où le recouvrement même n'aurait pas pu s'opérer. Deuxième piste de réflexion, je dirais aussi, c'est peut-être le poids du secteur privé par rapport à la taille de l'économie.
Lorsque vous prenez un pays comme le Sénégal, pour le comparer à un autre que je connais bien, qui est le Mali, vous avez un secteur privé assez dynamique, qui est composé essentiellement d'ailleurs de privés nationaux, mais également d'opérateurs économiques, d'hommes d'affaires libanais, qui ont quand même émergé dans le secteur industriel. Et je suis convaincu que cette répartition du crédit en tout cas entre les différentes franges de l'économie, n'est pas étrangère lorsqu'on analyse la structure des impayés. Autre chose qui n'est pas négligeable, c'est que la multiplicité des banques favorise, quoi qu'on dise, les impayés. Ça nous pousse un peu à l'imprudence. Tout le monde veut prendre très rapidement, en tout cas le client qui passe à votre porte. Et lorsque vous regardez le Sénégal aujourd'hui a 25 banques. 24, il y a, je pense, un 25e agrément qui a été obtenu. Bon, alors, vous avez une forte mobilité d'abord du personnel bancaire. Je ne dis pas que c'est lui qui est à l'origine des impayés, mais régulièrement, vous avez des gens qui quittent d'une entreprise à une autre. Et très souvent, ce sont des crédits à la consommation. Le poids de ces concours-là a beaucoup pesé dans le taux des impayés. Alors, une autre confidence pour ceux qui connaissent, en tout cas, l'espace communautaire depuis très longtemps, c'est que vous allez voir qu'il y a une forte corrélation entre le coût du risque qui est mesuré dans les différentes banques ou sur différentes places avec l'agenda de la commission bancaire. Ce n'est pas du tout fortuit. Régulièrement, lorsque vous avez une descente de la commission bancaire dans un pays, l'année qui suit, tout de suite, vous vous rendez compte que les statistiques changent. Est-ce à dire que nos commissaires aux comptes sont moins exigeants? Je préfère ne pas me prononcer là-dessus, étant entendu que nous nous approchons de la phase de clôture des exercices. Alors, on est à Abidjan en plus. Alors, pour les dispositions prises, ce n'est pas mon collègue directeur général adjoint du groupe qui me démentirait, c'est que le groupe avait anticipé tout cela en mettant en place un programme convergence qui permet en tout cas d'abord de mieux apprécier les risques, et avec toute une révision de l'ensemble du dispositif d'analyse, mais également d'octroi du crédit. Notre système d'information également s'est adapté à ce nouveau contexte, avec une automatisation même du suivi et du recouvrement à travers un logiciel qui s'appelle Collect, qui a été expérimenté au Maroc, que nous avons, on va dire, tropicalisé. Mais enfin, nous avons aussi renforcé nos équipes et nous les avons spécialisées comment on dirait ça, en diversifiant les rôles. C'est que nous commençons le recouvrement au niveau du pré-contentieux, voilà, et pour aller jusqu'à la phase contentieuse, naturellement, nous faisons aussi suivre tout cela par les auxiliaires de justice qui sont de plus en plus sélectionnés sur la base des critères encore plus rigoureux. Alors notre système judiciaire n'est pas totalement étranger à toute cette situation, mais ça c'est valable pour l'ensemble des pays de la sous-région. Dans la présentation des slides, c'est ressorti. Hein. Le phénomène de concentration est quand même un phénomène qui, en termes d'abord de gestion de rentabilité, il est beaucoup plus profitable d'être dynamique sur le secteur des PME. Donc, dans le cadre de la diversification des risques, c'est également une des raisons qui pousse à aller vers le secteur des PME. Et on connaît les statistiques de la sous-région, c'est que 70% de la sphère économique est gérée, est représentée par le secteur des PME. Même si, dans ce secteur, le taux de casse est quand même plus élevé. Ça a été recensé et rappelé par la Banque centrale. Donc cette orientation stratégique qui consiste à avoir un poids moins élevé dans le secteur des corporates en faveur des PME est une bonne orientation. D'ailleurs, en continuant dans le même raisonnement, ça diminue la dépendance par rapport justement à ce secteur de corporate. Et quand on prend le cas de BOA
des BOA Bénin qui a été généralisé par l'intervenant. Au-delà de toutes les raisons qui ont été rappelées par M. Diarra, qui concernent le secteur privé et l'importance de ce secteur privé sur l'échiquier national, il y a ce phénomène de concentration. Le cas de BOA Bénin, avec l'augmentation du coût du risque il y a quelques années, on peut dire qu'elle est le fait de 2 ou 3 dossiers qui ont été dégradés et qui ont dégradé effectivement le portefeuille de BOA Bénin, qui s'est traduit par un relèvement important sur la période du coût du risque. Alors, on ne pourra pas généraliser, à mon avis, en prenant que ces 2 cas. Et heureusement que ces dossiers, pour une partie, ont été recouvrés. Et ce qui a permis justement d'avoir un coût de risque qui est passé du négatif au positif l'année dernière. Il y a également l'importance du poids de l'informel au Bénin. Cet informel qui, effectivement, est une réalité qui pèse sur l'économie, mais cet informel, c'est un secteur qui est très risqué. Et ça contribue également à tirer le coût du risque vers le haut. Je crois que la situation évoquée, nous l'avons connue en 2013, du fait de la dégradation du portefeuille, nous avons dû, disons, provisionner substantiellement. Donc il y a eu un nettoyage qui a été fait en 2013. Et donc du coup, on a dû, comme l'a évoqué notre ami, on a repris une partie du FRBG pour pouvoir quand même maintenir les résultats. Mais à partir de 2014, la situation s'est nettement améliorée. Il y a mon collègue du Sénégal qui disait qu'avec, disons, les mesures qui ont été prises au niveau du groupe, à savoir, disons, la mise en place du programme Convergence, qui nous a quand même permis en matière de risque, d'avoir une gestion de risque très efficace, avec la mise en place de nouveaux schémas délégataires, une activité de recouvrement très dynamique. On a parlé de collecte. Nous avons bénéficié de l'expertise de nos amis de BMCE. Tout cela a contribué à avoir quand même amélioré le niveau du recouvrement qui a impacté les reprises. Et les reprises, le niveau des reprises augmentant, donc du coup, à partir de 2014, le coût de risque s'est nettement amélioré. Je pense sur la place du Bénin, nous sommes depuis 2014 la seule banque à avoir des résultats à 2 chiffres, 10 milliards en 2014, 12 milliards en 2015 et puis 16 milliards en 2016. C'est dû aussi à une meilleure gestion des risques grâce aux réformes qui ont été opérées par le groupe. Pratiquement le seul point qui a été négocié par la BCEAO dans le cadre de la discrétion nationale, c'est justement de pouvoir garder les mêmes règles et le même dispositif de déclassement qu'auparavant. C'est-à-dire que pour l'ensemble de la clientèle, à partir du 1er janvier, on passe à un déclassement au bout de 90 jours, sauf pour la clientèle PME, où on va garder cette latitude parce que tout simplement, les économies de notre région ont fortement besoin de PME et les banques ont besoin donc d'accompagner ces PME. Et par conséquent, le régulateur aussi met en place le dispositif pour encourager les banques à financer les PME. Je suis Sébastien Ngameni de Be-Life Insurance. J'ai pris la présentation lorsque c'était sur le Burkina. Je ne sais pas si vous avez donné cette explication, mais c'est rechercher l'explication du contraste qu'il y a entre les meilleurs résultats qu'on observe dans l'entreprise et pourtant le coût de l'action sur le marché est en baisse. Ce qui se retrouve d'ailleurs sur beaucoup des actions sur le marché. Donc, quelle est l'explication que vous donnez à cette chute des actions sur le marché? Non, mais je vais dire aujourd'hui du Burkina, on est en hausse, on n'est pas en baisse, d'accord? On est en hausse. Je veux dire, BOA Burkina est en hausse. Elle a fait 13% depuis le début de l'année. Donc, c'est contrairement à la Côte d'Ivoire, où il y a eu une sanction de 40%, là, une hausse. Ah.
Après, moi, je ne peux pas recommander, hein, mais les arbitrages, ils sont là. Hein. Je vais dire après ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est assez compliqué quand on a un niveau, une profondeur de marché très faible. Ici, par exemple, ici, la Côte d'Ivoire, c'est 39% de baisse. Okay, bon, c'est anormal. Lorsque les résultats croient, on ne peut pas avoir 40% de baisse. Donc on a un niveau de valorisation qui est extrêmement bas, qui est parmi les plus bas aujourd'hui historiques. Si on regarde en multiple de bénéfices, en pair. Ok, si on va sur le pair, tu peux aller sur le après. Ici, vous le voyez bien, on est parti d'un pair qui était historiquement entre 12 et 13 avant. Ok, on est passé à 7,9. Donc ça fait quand même un changement majeur. Donc ça veut dire aujourd'hui, il y a des arbitrages qui vont se faire. Et le pair, c'est quoi? Ça exprime quoi? Ça exprime qu'aujourd'hui, le cours varie inversement à la croissance des bénéfices. Donc c'est le marché qui a sanctionné. Alors on comprend l'explication de ce qu'elle vient. Les fondamentaux sont excellents. Vous voyez bien, c'est une banque quand même qui est en mesure de livrer 25-26% de ROE. Donc ça, c'est le marché après qui va arbitrer. Et quand on voit le dividende yield, il est à 7% aujourd'hui. Donc après, moi, je ne peux pas venir dire pourquoi, qui fait quoi. Des fois, on a 3-4 personnes qui vont venir acheter 5-6 actions et ils vont casser le marché parce on leur a parlé dans le café pour leur dire attention, il y a une panique en la demeure. Moi, ma préoccupation, c'est plus par rapport aux gestionnaires de fonds qui doivent valoriser leur portefeuille régulièrement et ne pas afficher des comptes performance qui n'ont aucun sens. C'est là où il faut qu'on trouve une mécanique avec la BRVM pour voir comment on peut arriver à ce genre de choses. Je voulais savoir quel est le mécanisme mis en œuvre par la BRVM et les directeurs généraux ou enfin les banques pour nous donner ces résultats. Quand on voit les résultats qui sont en progression, l'investisseur en lisant le bilan ou celui qui vient à l'Assemblée est heureux de voir les résultats présentés. Mais deux jours après ou quelques jours après, il se présente à la bourse et il retrouve la situation nette, ou du moins la valeur mathématique de l'action qu'il lit dans le bilan est 2 fois moins que ce que présente la bourse. Alors, comme la bourse est là, ou la BRVM est là, et que les directeurs généraux sont là, j'espère que vous allez nous dire pourquoi il y a cette inflexion du bilan qu'on lit dans les banques et puis des résultats ou des indices qu'on nous donne lorsque l'action est cotée. Ce qu'on observe sur la bourse, c'est que le comportement de l'investisseur ici semble être irrationnel. Parce que quand on regarde les performances aussi bien financières que de rentabilité des différentes banques, alors les indicateurs de rentabilité sont bons, les indicateurs financiers sont bons. Alors un investisseur, son souci, c'est effectivement un souci de rentabilité, c'est un souci de sécurité, c'est un souci de liquidité. Alors ces facteurs se retrouvent autour, d'abord à travers la bourse, mais également à travers effectivement ces résultats. Et je pense qu'il y a un besoin effectivement peut-être d'éducation à l'endroit des investisseurs les plus nombreux, peut-être même à l'endroit des investisseurs institutionnels qui ont tendance à se contenter uniquement d'observer l'évolution en hausse et en baisse des cours des titres, des actions, je veux dire. Mais n'intègre pas souvent l'aspect dividende, qui est un élément intéressant au plan financier. Donc quand on parle de performance de façon globale, on constate que toutes les banques ont été performantes. Je prends le cas de BOA Niger, on parle de baisse de performance, 40% sur 2017, alors qu'il y a une distribution de dividendes à hauteur de 9%. C'est des comportements difficiles à comprendre, d'où la nécessité justement de faire plus de communication, de faire plus d'informations, de faire plus d'éducation sur le terrain. Je pense que ce n'est pas faute d'avoir communiqué. Vous aviez fait, je pense, il y a 2 ans, environ la tournée des États de l'UEMOA. Chaque fois, on a essayé d'associer le secteur privé et communiquer sur l'information financière. Et ce n'est pas très facile. Quand on regarde nos pays et surtout nos traditions, je crois que nous avons un produit qui doit davantage être, comme on le dit pour les voitures, la tropicaliser.
Nous avons tous été ensemble au lancement du projet de la bourse. Et c'est un projet qui a vécu avec les acteurs que l'on sait, en tout cas la BRVM et le conseil régional. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que ce n'est pas cohérent. J'ai suivi d'ailleurs que ce soit le composite BRVM 10 ou surtout l'autre indice. C'est que parfois il y a des incohérences, on ne comprend pas. On a même l'impression que le marché il est fou. Mais quand on s'interroge, ben on regarde, mais en fait il y a eu un échange de 5 actions. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça ailleurs. Vous faites de la performance, non, ça baisse. Ben, vous êtes en train de vous casser les dents, non, c'est en ce moment que ça monte. Bon. Alors, je ne suis pas aussi expert, en tout cas non, je pense que je peux parler à plusieurs titres. Et ici, et surtout avec lui, nous avons été ensemble sur plusieurs chantiers. Je pense que les groupes doivent, comment dirais-je, communiquer davantage. Et cet exercice, il est salutaire. Et ce serait bon que d'autres groupes bancaires le fassent. Qu'on puisse rendre l'information digeste, ça c'est autre chose. Parce que là, j'en appelle certainement à la presse locale, en tout cas dans nos différents pays. Et je suis persuadé que le fait qu'on ait aussi une seule bourse, qui, quoi qu'on dise, se trouve parfois relativement loin des différentes places de l'UEMOA, reste toujours un handicap. À part les déplacements que vous faites ou que d'autres acteurs font, les antennes locales de la BRVM n'ont pas, en tout cas, les outils nécessaires pour communiquer et, en tout cas, mobiliser les investisseurs autour de ce projet, qui pour moi, c'est une place qui peut être hyper dynamique. Il y a de l'épargne, les gens veulent investir, mais ils ne savent même pas dans quoi investir. La preuve, c'est que dans nos pays, nous investissons tous dans le ciment. Voilà, la pierre. Voilà. Donc, d'ailleurs, il fait tellement chaud qu'on aurait dû investir dans autre chose, quoi. Moi, Diarra Souba Vaflali, BC Bourse. Je vous remercie pour la qualité de la présentation et de la quantité d'informations que vous nous avez communiquées. La première question, c'est juste de savoir est-ce que le document sera disponible après pour... OK. La seconde question s'adresse plutôt ou de façon spécifique à la BOA Mali. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête ou les termes exacts, mais il me semble que dans le rapport du premier semestre, il était question de montants qui portaient, enfin, on parlait de déclassement et de provisionnement pour des montants qui partaient de 5 milliards et de 3 milliards. Il était question que ces montants-là soient confirmés ou infirmés par les commissaires aux comptes d'ici à octobre 2017. Alors, ma question, c'est de savoir, en fait, quel serait l'impact, en fait, de cette situation-là, si elle se confirmait ou elle s'infirmait sur les comptes de la BOA Mali, en termes surtout de résultats nets, en fait. Ma troisième question, en fait, c'est de savoir, est-ce que, je me pose la question, en fait, de voir, est-ce que les PER qui sont affichés pour les différentes actions BOA Mali tiennent compte des actions qui ont été attribuées de façon gratuite, en fait, pour la plupart des sociétés. Ce qui a été présenté a été entièrement ajusté. Je veux dire, on obéit aux règles internationales, quoi, en la matière. Donc, c'est évident que le cours est ajusté, le price earning est ajusté. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas il y a la transparence. Le document sera disponible. Il suffit d'inscrire votre nom avec M. Stéphane Carrère tout à l'heure qui vous l'envoie par mail. On ne voulait pas imprimer donc 50 pages pour les gens qui ne sont pas intéressés. Et voilà, donc ceux qui vont, ils l'auront sous un format PDF. Effectivement, comme vous l'avez pu le constater dans la rétroprojection présentée par le DG Group, M. Amin Bouabid, vous voyez bien que la banque, elle a bien dit qu'il y a eu une certaine transformation, pour ne pas dire conformément au plan stratégique triennal, c'est-à-dire une réduction des crédits vers les PME et vers les particuliers.
Certes, vous savez que le propre de notre métier, c'est gérer le risque à des degrés divers, mais ce qui est déterminant, c'est que les montants auxquels vous faites allusion aujourd'hui sont en cours si vous voulez, de régularisation, et je peux même vous assurer, sans anticiper sur quelque chose qui est hypothétique, c'est que la maîtrise du coût du risque se renforce davantage grâce au professionnalisme des équipes. Et tout à l'heure, j'ai M. Igor Diarra qui vient de vous dire qu'aujourd'hui, la gestion des impayés entre dans une nouvelle configuration, c'est-à-dire la gestion commerciale de tout incident en amont, c'est-à-dire avoir une attitude proactive pour prévenir tout incident qui peut se produire dans la banque. Et en d'autres termes, je rajoute également, comme l'ont dit mes collègues, c'est que la priorité accordée par le groupe à la gestion du risque est très déterminante. On l'a vu dans la déclinaison du projet Convergence, où toutes les équipes ont été mobilisées, et la sensibilisation, la formation du personnel, qui reste la pierre angulaire de tout édifice qui recherche la qualité. Et je crois qu'aujourd'hui, la BO au Mali est en train de démontrer, mais soyons modestes, laissons les chiffres qui vont apparaître, et vous serez joyeusement et agréablement surpris, parce que nous menons, certes avec beaucoup de professionnalisme, mais de façon discrète mais sereine, la gestion du portefeuille de BO au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays. On vous remercie, je vous remercie pour la présentation que vous nous faites aujourd'hui, mais je pense qu'il aurait été plus opportun d'avoir cette présentation-là avant les opérations qu'on a connues au niveau des différentes filiales BOA. On a eu les augmentations de capital, la vague de fractionnement qui est en train de se passer, et l'impression qu'on a, c'est que le marché n'a pas forcément bien perçu ces opérations-là. Donc de prime abord, la réaction normale a été de se rapprocher de la SGI du groupe, et on a eu l'impression de ne toujours pas avoir les réponses à nos questions. Donc pourquoi ne pas avoir fait cette présentation-là en amont? Parce que ce qu'on constate, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase de correction du marché, mais concernant les sociétés du groupe BOA, cette correction-là s'est vraiment accélérée à la suite des opérations d'augmentation de capital. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été plus opportun, justement, d'avoir ces informations ou cette présentation avant les opérations, en fait? Donc, en termes de stratégie, pourquoi aujourd'hui et pas en amont, en fait, sur la communication financière? On a tenu nos conseils d'administration au mois de septembre, fin septembre, pour arrêter les chiffres à juin. On est au mois d'octobre. Ok, on aurait pu tenir effectivement juste après. Aujourd'hui, c'est une part. Je veux dire, c'est déjà pas mal qu'on le fasse. Il y a personne qui le fait. Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les résultats avec un mois de retard. On a publié les comptes, on les a travaillés, etc. Donc, il a fallu démarrer d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, on est en retard. Les conseils ont été tenus en septembre. On est en octobre, ça fait un mois. On présente les comptes à juin. Les comptes ont été certifiés, validés par le conseil, etc. en septembre. Donc, un mois plus tard, vous avez la présentation des comptes, analyse banque par banque. Maintenant, la stratégie groupe globale, on ne peut pas venir vous la donner, parce que la stratégie groupe globale, il y a une vue d'ensemble globale, comme on en a parlé tout à l'heure, la PME, transformation bilancielle, mais ça ne s'applique pas à toutes les BOA. Peut-être là, il y a beaucoup d'informations en même temps. Mais cet exercice n'est pas fait pour suppléer un déficit de communication qui est relatif aux informations importantes auxquelles vous avez fait allusion. Effectivement, nous avons procédé dans plusieurs filiales à l'augmentation de capital. C'est une information importante. Nous avons procédé au fractionnement des actions. C'est aussi une information très importante. Alors, c'est vrai qu'il y a les voies traditionnelles de communication, puisque nous avons organisé des assemblées et nous avons fait donc des avis conformément à la loi, en indiquant l'ordre du jour. Nous avons mis toute la documentation, je veux dire, à la disposition des actionnaires. Et par ailleurs, nous avons échangé à travers la bourse, à travers des communiqués, et notre structure qui est ici, BOA Capital, qui nous a donc aidé à donner l'information. Mais c'est insuffisant. Moi, je suis d'accord avec vous qu'on aurait pu peut-être organiser une autre rencontre qui ne serait pas celle-là, et celle des chiffres, bon, soit pour présenter les résultats de l'année écoulée, et puis profiter pour indiquer ce qui était en cours au niveau des différentes assemblées. Mais tout ceci s'est fait légalement. Mais je pense qu'on prend note de... C'est une proposition, une contribution positive. Donc,
on ne peut qu'en prendre acte. En fait, il faut dire que le travail revient au SGI, aux gestionnaires de portefeuille, aux chargés de clientèle. Parce que tous les clients ne comprennent pas l'opération d'augmentation de capital, fractionnement. Un client, par exemple, qui voit BOA Bénin, par exemple, passer de 100 000 à 100 000, il panique et il dit d'ailleurs, vendez tout ce qu'il y a. C'est à nous de dire aux clients, non, c'est normal, le volume a été doublé donc, en proportion, donc c'est normal. Il n'y a rien de grave sur le titre, la société se porte bien. Donc, c'est notre travail à nous. Maintenant, concernant ma contribution, je voulais dire la baisse qu'on a remarquée sur les cours en général et sur les BOA en particulier. Bon, ce n'est pas seulement les BOA, tous les cours en général. Je pense, moi, je vois 4 éléments, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je vois, il y a le détachement de dividendes, ça c'est normal, ça se passe chaque année. Il y a les actions gratuites. Les actions gratuites dans le sens où les clients, ils ont paniqué lorsque la proportion a fait baisser le cours. Il y a aussi l'introduction en bourse de NCA Bank et EcoBank Côte d'Ivoire. Et les gens, n'ayant pas d'autres ressources, sont obligés de céder leurs titres. Donc, plus il y a de cessions, les cours baissent. Le 4e événement qui va se produire jusqu'à décembre, c'est qu'il y a les fêtes de fin d'année et les gens vont aller en voyage et tout. Donc, je pense que... Donc, moi, je pense que c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter. Dès que les publications seront faites en février, on peut tirer notre plus-value. Et je pense que le directeur de la BRVM l'a bien dit sur le site, c'est le moment d'acheter à la BRVM. Maintenant, ma question, c'est quelles sont les dispositions prises pour faire croître le résultat net des BOA pour les prochaines années? Merci. Tout à l'heure, on m'a parlé d'un problème de liquidité. Que les gens veulent acheter, mais ils ne trouvent pas de titre à acheter. Maintenant, vous me dites le contraire. Vous me dites qu'il y a des gens qui veulent vendre et ils ne trouvent pas d'acheteurs. Il faut qu'on se pose des vraies questions, d'abord. Je pense qu'il faut confronter l'offre et la demande. Aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de partir, d'acheter des actions 6 mois, et ensuite, en fin d'année, il a besoin d'argent, il ne doit pas venir à la bourse. Il n'a rien à faire à la bourse. La bourse, c'est du long terme. C'est très, très dangereux ce qu'on fait là. Parce que demain, les petits porteurs, lorsque vous avez un marché qui se retourne, vous les perdez à vie. Donc ça, je pense qu'il y a un process pédagogique qui est fondamental. La bourse, ce n'est pas le casino. C'est l'épargne de mon père de famille. J'investis sur du long terme pour ma retraite, pour mes enfants. Je fais un portefeuille et je suis les fondamentaux. Je ne regarde pas le cours en bourse tous les jours, ça ne sert à rien. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas moi de le faire. Ça fait, il baisse, il remonte, on s'en fout. On voit la tendance globale. Quand on regarde aujourd'hui les fonds de pension, tous les investisseurs institutionnels, on prend les fonds spéculatifs, les hedge funds, et on prend les portefeuilles qui sont gérés d'une façon équilibrée en bon père de famille. Sur 10 ans, la performance, elle est nettement supérieure des portefeuilles gérés en bon père de famille que des spéculateurs. Parce qu'on fait plus 40 et on fait moins 50 aussi. Ici, il n'y a pas encore eu de retournement de marché. Mais quand il va se faire, ça va faire mal. Donc moi, je pense que c'est important. Vous êtes acteur, vous êtes responsable pour dire aux gens, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc moi, je ne vends pas d'actions pour aller pour Noël ou pour... Ça ne marche pas comme ça. C'est pas, à ce moment-là, on prend un dépôt à terme, on prend des SICAV, on prend autre chose. Et encore les SICAV, il faut jouer long. Concernant ce que nous, on peut faire, nous, aujourd'hui, on ne peut pas influencer le marché. Sinon, c'est un marché qui est manipulé. On ne peut qu'être transparent, montrer nos comptes, montrer notre croissance, répondre aux préoccupations des gens, etc. Et c'est à eux d'interpréter. C'est à vous, les analystes, c'est à vous, les brokers, de regarder, de faire des recommandations à l'achat, à la vente. Je ne peux pas dire aux gens, achetez. Moi, je peux être que transparent, dire, voilà, j'ai une histoire à vous raconter. Si vous aimez mon histoire, vous allez acheter des actions. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas acheter. Il faut qu'on arrive un peu à ce genre de scénario. Comme je disais tout à l'heure, quand je vois, moi, le courtier du coin qui commence à acheter des actions en bourse, je me retire du marché. Ça veut dire qu'il n'y a aucune culture financière. Il achète des actions en bourse. Et ça, c'est très grave. Parce que c'est toute son épargne de ses enfants. Il attendait dans un café, on lui a dit, va acheter ça, ça va exploser de 40%. Ça, je ne connais pas. C'est très mauvais, c'est un mauvais signal. Donc, franchement, il y a un côté pédagogique. Nous, on le paye très cher au Maroc. Hein. Après les privatisations, c'était comme ça. C'était tu vas en bourse, tu gagnes de l'argent, tu gagnes 40%. À ce moment-là, on arrête tous de travailler, on fait que ça. On va gagner 50%, on va devenir des milliardaires. Et ça, c'est important. Et bien, le jour où ça s'est retourné au Maroc, et que les gens ont perdu la moitié de ce qu'ils avaient mis, je peux vous dire que maintenant, pour les reconvaincre de venir en bourse, eh ben, il faut se réveiller long. Il faut mettre du temps pour se réveiller.
C'est ça que je dis, aujourd'hui, vous n'avez pas encore été affecté par ça, mais quand un marché se retourne, c'est très délicat à expliquer. Vous êtes une voleuse, vous m'avez volé mon argent, on arrive à ça. Hein. Je dis, c'est important, il faut le faire quand ça va bien, pas quand ça va mal. Les chiffres qui ont été présentés par le groupe BOA en matière de financement de l'économie, de collecte de ressources, sont en deçà des moyennes statistiques au niveau du paysage bancaire que le groupe BOA vient de nous présenter. Donc, ma question est de savoir, par rapport aux perspectives de ce groupe, par rapport au positionnement à venir de ce groupe, est-ce qu'il n'y a pas une faille au niveau de la politique stratégique du groupe? Si ce n'est pas le cas, ça devrait implicitement dire qu'il y a une faille au niveau de la politique stratégique du système bancaire. Si on prend l'exemple du Mali, que vous avez sous les yeux, okay, au Mali, les crédits, ils ont fait 0,9% de variation entre décembre et juin 2017. Ces chiffres-là, c'est des chiffres que nous recevons de l'association professionnelle des banques. C'est ce qui est déclaré. Donc il suffit de prendre les bilans des banques, de les sommer, et de sommer avant et après, vous allez voir la croissance, elle est flat. Au dépôt, le même travail. Donc à la rigueur, ce n'est pas des statistiques, c'est des chiffres réels. Sauf si les chiffres publiés sont faux. Ça, je ne peux pas venir. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, le marché a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait nous? Est-ce qu'on a fait mieux que le marché ou moins bien que le marché? Ici, on a dit, on a fait moins bien que le marché, mais c'est voulu, c'est pas subi. C'est différent. Donc ça veut dire, je voulais faire moins bien que le marché, je m'en fous. Parce que je voulais, pour des raisons stratégiques. Ces raisons, on revient à la question numéro 1, sur la croissance qui est plus faible, etc. Taille de bilan, la transformation bilancielle dont j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est une grande banque, comme la BOA Mali, par exemple, c'est l'un des premiers acteurs de l'économie malienne. On ne peut pas avoir une approche qui continue à croître n'importe comment. Ce n'est pas comme une petite banque qui, elle va absorber pour grossir un bilan. Donc on doit avoir une économie qui se rapproche plus des besoins du marché, de l'économie du pays. Donc on ne peut plus avoir des croissances très fortes, de digits, c'est normal. Sinon c'est du suicide. C'est-à-dire on donne du crédit à n'importe qui, puis après on va se ramasser les impayés. Donc c'est une approche plus prudente. Donc après, s'il y a une accélération sur le marché, on sera présent. Oui, s'il y a une accélération, on ne sera pas. C'est vraiment des choix faits en fonction d'une analyse à travers une loupe, en fonction de chaque marché. La ligne qui est importante ici, et le jour où tous les résultats des banques seront publiés, qu'il faudra analyser, c'est quelle est la rentabilité finale de la banque, en tenant compte, d'une part, concernant le dépôt, des charges financières. Moi, je veux collecter 50 milliards, je n'ai qu'à augmenter la grille de rémunération de 50 points de base et je rafle la moitié de ces dépôts. Je veux augmenter de 100 points de base en part de marché de crédit, j'ouvre les vannes. Il y a des gros dossiers sur la place, hein, ils sont connus dans n'importe quelle place. Bamako, Dakar, Niamey, Ouaga. Mais là, aujourd'hui, le travail de finesse qui est fait à ce niveau-là, quitte à faire une progression moindre que le marché, c'est quel est la meilleure adéquation entre le rendement et le volume. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les niveaux de bénéfices, je vous invite à revenir à l'histoire de ces banques-là, ces mêmes banques d'il y a 5 ans et il y a 6 ans. Ben, je pense que si on avait annoncé ces chiffres-là il y a 5 ans, on aurait dit on rêvait, n'est-ce pas, là. Bon, j'ai constaté une baisse au niveau transactionnel du compte mécanisme et liquidité. Je souhaiterais savoir s'il est toujours actif. Et parce que si le compte existait, je pense qu'on n'aurait pas la baisse de certains coûts, surtout au niveau de la clôture du marché. Parce qu'il suffit à un client de venir avec une quantité minimum ou une quantité de 5 actions à la clôture pour faire baisser le coût. Donc il faudra aussi voir ce fait. Merci. Je pense que le processus auquel vous avez fait allusion, justement, obéit à une démarche. Les BOA ne sont pas maîtresses de l'ensemble, en tout cas de la célérité qui doit être imprimée. Bien au contraire, je peux dire que nous avons été exemplaires. Le délai légal pour la clôture des comptes et la tenue des organes sociaux, c'est le 30 juin. La plupart de nos filiales ont tenu leur assemblée générale, mais je dirais pratiquement avant le 30 avril. Ce qui nous a permis donc de déclencher le processus très rapidement. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est un peu lourd,
Mais nous, on se décharge un peu sur la BRVM. Hein. Chaque fois qu'on doit poser tel ou tel acte, on est obligé d'avoir leur feu vert pour avancer. Mais que ceux qui ont les actions soient rassurés. Je veux dire, il n'y aura pas une diminution ni de leur richesse, bien au contraire, en tout cas à la faveur des perspectives actuelles auxquelles vous avez fait allusion. Il y a vraiment moyen de faire de très bonnes affaires. Hein. Bonsoir à tous. Monsieur l'administrateur, directeur général de BOA Group, messieurs les directeurs généraux, madame la présidente, monsieur le directeur général de BOA Capital, c'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous en ce début de soirée pour cette rencontre organisée par le groupe sur les résultats des filiales cotées à la BRVM à mi-juin 2017. Je voudrais avant toute chose féliciter le groupe pour cette initiative, féliciter la SGI pour l'organisation de l'événement et dire que cela rentre bien en ligne droite avec notre politique de communication et de promotion des activités de notre bourse. Je me réjouis particulièrement du fait que l'exercice d'aujourd'hui montre que nous sommes en train de professionnaliser le marché en passant de ce qu'on appelle la communication réglementaire à la communication financière. La communication réglementaire vous impose un certain nombre d'obligations, de tenue d'assemblée générale, de publication d'informations d'état financier, de transmission d'informations à la BRVM pour publication au bulletin officiel de la cote. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas suffisant, qu'il faille désormais passer de la communication réglementaire à la communication financière, c'est-à-dire une relation directe avec les investisseurs. Les investisseurs institutionnels, leurs conseils courtiers et les asset managers pour que les informations que vous publiez sur le plan purement réglementaire soient mieux comprises. Et je crois aujourd'hui c'est l'exercice que nous sommes en train de faire. Je pense que toutes les sociétés cotées à la BRVM doivent s'engager dans la même voie. Passer de la communication réglementaire à la communication financière. Et cette communication financière doit prendre plusieurs formes, notamment ce type de rencontre que vous pouvez organiser directement avec les investisseurs, mais compte tenu de la configuration régionale de notre marché, ce n'est pas évident que vous puissiez le faire dans tous les pays et ce n'est pas évident qu'on puisse déplacer tous les investisseurs à Abidjan ou ailleurs pour la tenue de cette rencontre. C'est pour ça que je voudrais vous encourager à explorer les autres voies de communication financière, notamment la mise en place au sein de votre groupe, et c'est valable pour toutes les sociétés cotées, d'un responsable de la communication financière qui sera en relation directe et permanente avec les investisseurs. De manière à ce que les explications que vous nous avez données aujourd'hui puissent être données à tous ceux qui demanderaient à avoir ces explications auprès de ce responsable de la communication financière. Je pense que ceci est extrêmement important et je voudrais aussi rappeler aux investisseurs et à leurs conseils, courtiers ou asset managers que la relation ne doit pas être dans un seul sens. Ce n'est pas seulement le groupe qui doit aller vers vous pour vous donner l'information. Allez chercher l'information. Je pense que c'est extrêmement important aussi. Quand vous n'avez pas de lisibilité sur les activités d'une société cotée ou sa situation financière, vous êtes en droit d'aller chercher l'information et c'est la démarche professionnelle qu'on a l'habitude de voir. Cela me paraît extrêmement important, qu'on puisse travailler de cette manière-là à l'avenir pour améliorer en tout cas la situation de communication sur notre marché. Je voudrais rappeler aussi que cette communication financière doit être axée sur des éléments extrêmement importants qu'on a pu aujourd'hui entendre dans la présentation de l'administrateur directeur général du groupe, notamment sur la politique de dividendes.
Parce que le marché, en réalité, sanctionne la politique de dividendes, les changements dans la politique de dividendes. Le marché sanctionne également l'absence d'atteinte des objectifs de prévision financière en termes de résultats. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le marché sanctionne aussi des informations non prévues qui tombent et qui peuvent impacter négativement la situation de la société cotée. Nous ne sommes pas non plus dans ce cas. Cela veut dire que si on avait mieux articulé la communication entre les investisseurs et vous, on n'aurait pas peut-être eu éventuellement des incompréhensions sur la situation du groupe et sur la situation des filiales. Voilà ce que je voudrais dire sur, je dirais, cette phase que nous devons tous accompagner de transition de la communication réglementaire vers la communication financière. S'agissant particulièrement maintenant de la question de l'évolution du marché et de ce que nous vivons depuis quelques mois, je voudrais dire que nous sommes dans une phase particulière d'évolution de la BRVM que nous suivons avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Parce qu'en réalité, notre marché a changé en quelques années de dimension, de configuration et de dynamique d'évolution. Et cela est extrêmement important, comme tout système qui atteint un certain niveau de stabilité, mais qui éventuellement est perturbé par ces aspects-là, on pourrait évidemment connaître des perturbations qui peuvent être inexpliquées ou inexplicables, mais qui doivent être étudiées. Nous avons changé de dimension. Pourquoi? Nous étions dans un marché qui avait une certaine taille. On parle de 3 000 milliards de capitalisation il y a 5 ans. Nous sommes passés à 7 500 milliards. Nous avons des volumes qui ont augmenté dans le marché. Cela, évidemment, a donné une dimension au marché avec une attraction vis-à-vis d'émetteurs et d'investisseurs. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Deuxièmement, nous avons changé de configuration parce qu'au cours des dernières années, nous avons eu d'autres courtiers qui ont été agréés dans le marché, de nouveaux courtiers. Nous avons eu de nouveaux asset managers, nous avons eu de nouveaux fonds, nous avons eu de nouveaux investisseurs qui sont arrivés dans l'écosystème du marché. Et troisièmement, nous avons changé de dynamique. Notre marché connaît maintenant régulièrement des IPO, ce qu'on n'avait pas avant. Notre marché connaît des opérations après IPO, des augmentations de capital, des fractionnements, avec une fréquence qui est plus ou moins indigeste pour les investisseurs qui ont été habitués à une situation, je ne dirais pas d'inertie, mais une situation moins dynamique. Donc cela peut constituer des facteurs de perturbation pour le marché et nous sommes très attentifs à cela. Nous regardons ce qui se passe, nous regardons les volumes qui sont en jeu, nous regardons l'évolution des coûts, nous regardons la dynamique du marché, la séquence des opérations que nous conduisons, fractionnement, augmentation de capital, et nous sommes rendus compte effectivement que cela peut créer une situation de perturbation parce que ce n'est pas une situation qui est véritablement habituelle pour le marché. Donc, cela dit, je ne pense pas fondamentalement que c'est de l'irrationalité, puisque quand on regarde les plus gros investisseurs dans le marché, ils restent constants en matière de stratégie d'investissement. Il y a quelques acteurs, petits porteurs du marché, qui sont plus sensibles à certaines informations, et c'est tout à fait normal, parce que ces petits porteurs ont des petites quantités, ils sont plus frileux dans la gestion de leurs placements, mais en même temps, ils ont besoin d'être rassurés par une communication financière plus active, plus claire, plus transparente et plus accessible, qui leur permettent d'être en confiance par rapport aux perspectives futures de la société cotée. Vous l'avez bien dit, on ne vient pas à la bourse pour acheter aujourd'hui et vendre demain. C'est un investissement à long terme. On ne met pas ces petites économies dont on a besoin demain à la bourse. C'est de l'investissement à long terme. Dans un marché tout à fait normal et efficient, même ces comportements de petits porteurs, éventuellement, si c'est le cas, ne devraient pas perturber le marché, d'autant plus que
les plus gros joueurs ont des anticipations plus rationnelles. Et c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur les marchés qui sont matures ou les marchés qui ont atteint une certaine taille et une certaine stabilité. Mais je voudrais vous rassurer que nous sommes en train d'étudier tout ça. Nous sommes en train de suivre de très près toutes ces opérations qui se passent dans le marché. Et je pense que nous passerons par une phase d'ajustement. D'ajustement de marché d'abord parce qu'il faut que nous puissions revisiter un certain nombre de mécanismes de fonctionnement pour voir si ces mécanismes sont encore adaptés à la taille et à la situation, à la dynamique de notre marché. Les contrats de liquidité, certaines règles de cotation, nous sommes en train de regarder tous ces aspects-là parce que c'est extrêmement important de voir ça et de faire la comparaison avec d'autres marchés. Ces ajustements, nous allons les examiner, les étudier, regarder comment, si c'est nécessaire, mettre en œuvre ces ajustements pour un meilleur fonctionnement du marché. Mais ils doivent évidemment être accompagnés de certains éléments extrêmement importants comme l'éducation, le renforcement de l'éducation des investisseurs. Ça me paraît quelque chose de clé. L'accompagnement des autres acteurs, notamment les intervenants du marché que sont les courtiers, les asset managers. Je me réjouis qu'il y ait des initiatives déjà qui ont été prises entre l'association professionnelle des SGI et les asset managers pour qu'on se rencontre, pour que nous puissions ensemble examiner la situation du marché et peut-être aboutir à des recommandations d'ajustement. Et je crois que cela est extrêmement important. C'est quelque chose qui arrive dans tout marché. Tout marché passe par ce type de phase. Et je voudrais dire que ça ne devrait pas être de nature ni à remettre en cause les fondements du marché, ni à remettre en cause la situation des sociétés cotées, et encore moins à le voir ou à le percevoir comme un manque de confiance dans les économies dans lesquelles les sociétés cotées opèrent, ou un manque de confiance dans la situation générale donc, de nos économies. Les chiffres qui ont été présentés sont clairs, les tendances sont claires. Nous sommes dans des environnements économiques résilients, robustes, avec des perspectives de développement qui sont tout à fait claires et lisibles. Donc il n'y a pas de raison que le marché financier qui sous-tend, je dirais, cette dynamique de développement soit en panne ou ne soit pas de nature à refléter cette situation économique, en tout cas que nous anticipons pour les pays de notre Union. Donc c'est ce que je voulais dire, rassurer, dire que nous suivons de près l'évolution du marché, nous examinons au cas par cas les situations, rassurer aussi du fait qu'il n'y a pas d'inquiétude sur la situation macroéconomique des pays concernés, il n'y a pas d'inquiétude sur la santé financière des sociétés cotées. Nous avons reçu quasiment la grande majorité des publications au 30 juin. Je vous assure que la situation de la plupart des sociétés cotées s'est améliorée par rapport à 2016. Donc, véritablement, il n'y a pas de raison, je dirais, fondamentale d'avoir un ralentissement ou une sanction du marché par rapport à des émetteurs qui, évidemment, se portent en tout cas très bien. Voilà ce que je voudrais dire et remercier tous et chacun pour cette présence en cette soirée et en tout cas vous souhaiter qu'on puisse se retrouver très souvent pour ce type d'exercice. Je vous remercie.